Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce vendredi 15 décembre 2023, je vais présenter le mot du jour, le mot d'ouverture de la 32e édition du festival Malaki Makongo, qui se fera sur le net dans le cadre de Malaki Afro-Congo Film Tivo, dans le cadre des festivités, des activités culturelles que nous avons recensées à gauche et à droite, que nous voulons mettre ensemble et présenter au grand public. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que Malaki Makongo, Malaki a été créé précisément le 3 avril 1991 à Brazzaville, au Congo. Et Malaki est né comme continuation du festival Malaki Makongo, qui fait la promotion des racines de la culture africaine en général et Congo en particulier, dont les manifestations sont annuelles. Aujourd'hui, le Malaki se déroule sur les 3 continents, Afrique, Europe, Amérique. Bien qu'inspiré de la culture Congo, dont il veut assurer la promotion, le festival Malaki Makongo est ouvert aux autres cultures du monde. Le premier et le dernier spectacle, ils ont toujours lieu dehors, autour d'un grand feu, comme dans nos villages dans le temps. Malaki est un festival prêt-à-porter qui peut se mouvoir non seulement d'un pays à un autre, mais aussi d'un continent à un autre. En dehors du Congo, Malaki installé au Congo-Kinshasa, au Bénin, en Italie, d'où je vous parle d'ailleurs, en France, en Espagne, au Ghana, en Guadeloupe, en Haïti, à Saint-Domingo, à Cuba, au Venezuela, en Équateur, au Brésil, dans les Amériques et bientôt au Canada, même si les bases y sont déjà. La toile de fond de Malaki Makongo est la renaissance de la culture d'une Afrique vraie qui s'exprime en ces termes. La recherche des origines de l'identité culturelle africaine et de la diaspora. Relever les différents mots qui minent l'Afrique. Réfléchir sur les approches de solutions. C'est ce que nous faisons
à gauche et à droite, en Afrique, en Amérique, surtout en Haïti. Pourquoi Malakima Congo sur le net? Il faut savoir que Malakima Congo, c'est entrer en communion avec nos ancêtres. Malakima Congo, c'est dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. À ce titre, je vous dis qu'on a souvent été surpris de nous rendre compte qu'il y a des forces, je dirais surhumaines, si vous voulez bien, qui nous poussent à faire certaines choses, des choses de foi hors du commun des mortels. En 1999, par exemple, alors que notre pays avait plongé dans une crise socio-politico-militaire, je parle du Congo-Brazza, et que nous vivotions dans les forêts à fuir les bombes, la 9e édition s'est déroulée malheureusement à notre insu. Et pourtant, nous avons bien été les pratiquants. C'est seulement quand on a quitté Mbanzandunga, un village où on était allé trouver refuge pendant 3 mois, hein, nous avons quitté Mbanzandunga sous la menace des hélicos de combat. C'est seulement donc comme ça qu'on s'est rendu compte que faisant le bilan des 3 mois passés à Mbanzandunga, nous nous sommes rendus compte qu'au Mbongi de Malakima Congo à Mbanzandunga, où tous les mercredis et tous les dimanches, nous avons effectivement dit aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. C'est ça notre modus. Cela à travers des activités récréatives que nous organisions en pleine guerre. On organisait des conférences sur l'histoire du monde noir, la spiritualité, la sociologie, la cosmogonie, la santé en milieu difficile. C'est-à-dire qu'on expliquait aux gens comment se soigner avec les racines, les écorces, l'herbe. Sans oublier, on faisait des contes et on vendait du vin de palme et de la nourriture. Tous les matins, on faisait venir les femmes qui allaitaient des enfants à venir boire le vin de palme. Parce que le vin de palme qui est recueilli entre 5h et 10h du matin, disons les premières 5 heures de temps, les premières 5 heures que le vin de palme est extrait, c'est un véritable nectar. Il est sucré. Donc, les enfants le buvaient, les femmes le buvaient et ça favorisait le lait maternel. Donc, après avoir réalisé le programme de Malakima Congo, nous nous sommes rendus compte, c'est vraiment à l'école du Boukongo, c'est de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous allons le faire, l'ouvrir au grand public sur le net. On estime qu'on atteindra beaucoup plus de gens comme ça. Nous l'avons fait parce que cette année-ci, nous n'avons pas pu réaliser le festival Malakima Congo des Fils du Léopard à Paris. Alors, on s'est dit, mais comme on doit communier avec nos ancêtres, il faut donc qu'on mette sur pied
ce programme que je vais vous lire bientôt. Alors, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de ce festival Malakima Congo? Dans d'autres pays, on l'a appelé la caravane Malaki Afrofilm Festival. On l'a appelé comme ça dans d'autres pays. Quel est le but qu'on veut atteindre? La première des choses, c'est que nous voulons créer le royaume de Nsundi. Cette ancienne province de Nsundi, nous voulons transformer cette province en améliorant une dizaine de villages, et transformer ces villages de la province de Nsundi en royaume de Nsundi. Voilà ce que nous avons envie de faire, où on va allier l'agriculture, l'élevage et la pisciculture, sans compter des centres de formation et des centres de réseautage et un bed and breakfast, donc un espace d'accueil pour les afro-descendants. Parce que dans le fond, il y aura aussi un musée Malakima Congo, un musée Lembadia Congo, un musée à ciel ouvert. Voilà. Donc, s'il vous plaît, l'intérêt de ce royaume de Nsundi, c'est nous voulons revitaliser les relations économiques, sociales et ancestrales qui liaient les peuples des terres de cette partie du monde. Nous voulons renforcer l'agriculture, l'élevage, la pisciculture dans l'espace Nsundi, comme je viens de le dire, avec nous voulons le renforcer, pas seulement dans l'Nsundi, mais dans les zones environnantes aussi. Et nous voulons réactiver nos traditions, notre culture, l'artisanat et les festivals ancestraux pour redonner de la vitalité à nos villages et développer toutes les énergies étouffées par le règne colonial. Relancer les liens avec le monde afro-descendant qui pense revenir sur la terre de leurs ancêtres à travers le tourisme, les programmes de retour ou de réinstallation en Afrique et de jumelage avec les mairies, les villes, les associations et les universités. Nous voulons aussi promouvoir la décolonisation intellectuelle parce qu'il y a des mots, des philosophies, des logiques qu'on ne veut plus entendre. Pythagore n'a créé aucun théorème, s'il vous plaît. Il n'y a pas seulement que Pythagore. Nous voulons réécrire notre histoire pour revaloriser des figures et des images, des philosophies dont on ne parle pas dans nos écoles, alors qu'elles sont importantes pour nous. Créer une banque éthique africaine dans tous les villages de Nsundi. Créer une banque éthique africaine dans tous les villages de Nsundi. Il y a longtemps que nous travaillons avec la banque éthique, s'il vous plaît. Il y a longtemps que nous travaillons avec la banque éthique. Maintenant, on veut que cette logique, parce que c'est un mode de vivre et de faire, il faut que ce mode puisse s'imprégner et s'impliquer dans nos vies de tous les jours.
Quoi d'autre? Alors, quel est le programme que nous avons réservé pour vous? Pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, nous allons, le vendredi 15 décembre, par exemple, de 14h à 0h, nous allons après le mot d'ouverture, donc nous allons à 15h30 vous présenter le Tricontinental Festival Malaki Makungu de Malaki Production. À 15h, il y a un artiste que l'on ne connaît pas très bien, que nous ignorons, Nyandi Golar. On va l'écouter dans sa vie de tous les jours. À 18h, nous parlerons des survivances de la culture Congo, dont en terre mahoraise, Mayotte, Comores, La Réunion, ainsi de suite. C'est un film que j'ai tourné ici à Malaki Afro Congo TV avec M. Richard Nzingula. À 19h30, il y aura Sambisa de Jacques Lobello. C'est un film que j'ai tourné avec Jacques Lobello. C'est un film, une interview que m'a accordé Jacques Lobello, que je ne diffuse pas souvent et vous en aurez l'occasion. Mpasizo Ntamazatuka, Jacques Lobello va nous parler des origines de cette chanson. Il est à la radio Congo avec Guy Menga, le directeur de la radio de l'époque. Ça, c'est la Radio Forum qui a présenté cette interview. Il y a Queen Lilas qui devait passer en live, mais elle a un problème à la gorge, la grippe, vous savez, il fait froid maintenant. Mais nous avons ces éléments, elle nous a envoyé ces éléments, donc on présentera Queen Lilas et Congo House de Manikanga. À 22h, Malaki Makungu, 2010 à Paris. On a eu à faire des choses, mais on ne présente pas souvent. Cette vidéo a été préparée par Malaki Production et les éditions Paris. À 23h, Bernard Dendele Leclerc va nous parler de sa visite au Congo. Nous lui avons interviewé ici, à Malaki Afro Congo TV. Nos amis d'Haïti vont nous parler de Cécile et Malaki Makongo. Haïti, c'est notre antenne de Haïti, Cécile et Malaki Makongo. Ça sera fait par Cécile Productions et Elia Isaac. À 0h, on va présenter l'histoire d'Haïti par un Africain, Masengo Mabongolo, Arcade. C'est M. Roger Kay qui a fait cette vidéo. Le samedi 16, on va parler des Sundis, les Sundis dans le monde, avec M. Guillaume Batota, Moana Musundi. Tata Batota. C'est une émission que nous avons tournée ici à Malaki Afro Congo TV. À 16h, on parlera des Matsouanistes de l'ère du Verseau. Il y aura Mfumobakela Bakongo, les images que nous avons eu à prendre avec Mfumobakela Bakongo, Nguringanga Anissé Masengo, Mfumo Miankangila, guide matsouaniste, famille Tchakaka. En fait, c'est des émissions que nous avons, des interviews que nous avons réalisées avec Malaki Afro Congo TV.
Alors, nous avons notre sœur El Bongo de Bongoja, non ainsi Mosquera de Colombia, qui va parler d'elle et de sa musique pour la paix. Nous parlerons de Ndila Congo. Ndila Congo, c'est Tata Lukombo Biswaki, excusez-moi. À 19h, de 19h, à partir de 19h, les Congos du Cameroun. Et puis, suivi de les Congos de Cuba, de Tatandi Musundi Aldo de Vades. À 21h, on va présenter le circuit international Afro Expression Negras avec Sédon Frisner, Massengo Mambongolo, et le film c'est réalisé par Malaki Makongo, mais la promotion a été faite par Foudine, Elena Hurtado et l'association Mandagua Malaki Makongo de l'Équateur. Alors, à 22h, on va présenter donc l'Afrique des deux côtés, avec la participation de Massengo Mambongolo au Venezuela, Malaki Makongo au Venezuela. Après, on aura le tricontinental Malaki Makongo à Paris, le tricontinental Malaki Makongo à Paris, qui a été réalisé par les éditions Paris et Malaki Productions. Le dimanche 17, on aura Nenkundan Laba qui va présenter son film Kimpavita, la mère de la révolution africaine. Naturellement, le film est de Nenkundan Laba. À partir de 14h30, on aura la Banque éthique africaine par Malaki Productions. 15h, premier congrès des Congo à Paris en 2013. Le film est de Malaki Makongo. À 16h, Sergina Boa Morte, c'est une sœur afrodescendante Elle est d'origine brésilienne, mais elle vit en Argentine. Nous aurons premier salaire de Kalidiatou que nous avons filmé à Pointe-Noire. On va présenter aussi les Congos de Villamelia, Los Congos de Villamelia. C'est des gens que j'ai trouvés à Santo Domingo. C'est un film que j'ai fait pour Santo Domingo, pour les Los Congos de Villamelia, Santo Domingo. À 16h15, on présentera Grappa Congo de la famille Massembo, la Guadeloupe. La famille Massembo, pour votre lanterne, j'ai reçu en 94 au festival, j'ai invité en 94 la famille Massembo au Congo, où ils nous ont apporté plein de choses. Ils sont venus avec Nzindu, Alphonse Nzindu, Samba. Et depuis, on continue à travailler ensemble. À 17h30, la rumeur Petit David
Bon vent à Mpemba. Mpemba, c'est le royaume des morts. La rumeur, Petit David nous a quittés et on a fait un film sur lui. Un film sur la cérémonie culturelle que nous avons organisée à Paris. À 18h30, on va présenter Salto en Atlantico. Donc, un saut sur l'Atlantique. C'est un film de Marie-Eugenia Esparagosa du Venezuela. Elle vit à Genova, Gênes. À 21h30, nous allons présenter le bicentenaire de Haïti, un film que j'ai tourné en 2004 en Haïti. 22h30, la place des Congos dans la guerre de libération de Haïti et ses conséquences en terre Congo. Un film que nous avons tourné sur notre chaîne Malaki Afro-Congo TV. Et à 0h, on va vous présenter Malakima Congo à Cuba avec Masengo Mambongolo, un film que j'ai tourné à Cuba en 2011. Donc voilà d'une manière générale, s'il vous plaît, voilà d'une manière générale ce que nous avons prévu pour vous. Et je dois insister sur une chose. Tout le temps que je vois ces films, certains films me donnent de la chair de poule. S'ils me donnent la chair de poule, ça veut dire qu'il y a de l'énergie là-dedans. Alors, maintenant, j'ai décidé, nous avons décidé, de présenter au grand public ces films, mais pas de manière séparée ou sporadique, mais de manière concentrée. Donc, pendant 16 heures par jour, sur les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Vous voulez connaître qui vous êtes, qui sont les Congos. C'est l'occasion de les connaître. C'est l'occasion de savoir qui sont les Congos. C'est l'occasion. C'est une grande école, nous avons appelé ça à l'école du Bou-Congo. À l'école du Bou-Congo. Vous voulez connaître la congolité, le spirit Congo, vous allez le retrouver là-dedans. Écoutez-les. Prenez soin. Recommence. Après, nous sommes ouverts à la discussion. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Malaki Afro-Congo Tivou. Excusez-moi. Je disais bonsoir. Malaki Afro-Congo Tivou va vous présenter ce soir la dernière journée de la 32e édition du festival Malaki Makongo. Nous avons déjà expliqué un peu le pourquoi de ce festival qui se fait online. Nous devions entrer en contact avec nos ancêtres. Nous le faisons sous la pluie, sous le vent, la nuit, le jour, mais quand ils veulent qu'on rentre en contact avec nos ancêtres, nous ouvrons la porte, on ne peut pas la leur fermer. Comme prévu, on a commencé avec un peu de retard. Les 3 jours, les 2 jours passés n'ont pas été faciles, et on a fait l'essentiel de ce qu'on devait faire. Alors, maintenant, donc, bon, tout y est rentré, hein, tout y est rentré. C'était pas attendu, mais même les médecins sont rentrés dans le système parce que nous ne sommes pas faits de chair, de fer, nous sommes faits de chair. Donc, 2 fois, même le fer se casse aussi. Notre chair a eu besoin d'aller se reconstituer et ça s'est fait. Le médecin nous a fixé rendez-vous le 15 décembre à 14h, l'heure à laquelle on devait commencer le malaki. C'est cette heure-là que le médecin a voulu bien nous visiter. Et si on ne le faisait pas ce mercredi, comme on appelle, si on ne le faisait pas, laissez-moi un peu faire paraître, parce que vous voyez là les taches du léopard, parce que c'est notre symbole, hein, le léopard. Donc, si ce n'était pas ce 14, on devait attendre jusqu'au 2 janvier. Alors, nous avons préféré mettre à l'abri notre corps pour essayer de s'empiéter un peu à la bonne marche du travail, mais nous sommes en train de nous rattraper dans la mesure du possible afin de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Voilà. Le premier film donc va commencer maintenant. Nous allons inviter notre frère Nenkundan Laba, un frère avec qui nous travaillons depuis très longtemps. Il a même participé au festival Malaki, non, au premier congrès des Congo que nous avons eu à Paris. Nous aurons sûrement la chance de présenter le film du premier congrès, les bribes, parce que les malins sont passés, c'est simple, ils ont dilapidé nos films parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler sur le net de la première édition du congrès, le premier congrès des Congo. Mais, à cela ne tienne, l'essentiel, nous l'avons. Et c'est cet essentiel que nous vous présenterons aujourd'hui. Alors, Tatankundan Laba, Yenge Kiaku, Ama, Akamba Chayiza vient nous présenter la mère Mamachi Pavita. Vient nous présenter Mamachi Pavita parce que simplement, Mamachi Pavita, on devait être dans son village dans le cadre de visite à Baza Congo. On devait être dans son village, chez Mama Kimpavita. Malheureusement, avec tous les mouvements politiques qu'il y a à Kinshasa, nos touristes ont dit
Nous avons dit ensemble qu'il y a un peu d'inquiétude. C'est pourquoi nous avons renvoyé cela à la prochaine fois. Comme c'est tous les 3 mois que ça va se faire, qu'on va aller en Baza-Congo, donc d'ici avril, ce qui doit se faire se fera. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moutamontou Kundalaba, à toi le micro, à toi le micro, à toi le micro. BIP, rencontre du mois. Chaque mois, Brussels Information Press vous propose une analyse sur des sujets politiques, économiques, socioculturels avec un ou plusieurs invités. BIP, rencontre du mois est un programme de Brussels Information Press. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de rencontre du mois de janvier 2017, le tout premier de l'année et le numéro 13 de nos productions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de notre rencontre avec le jeune prodige réalisateur d'origine congolaise, né Kunda Laba, permettez-moi, au nom de la rédaction de Brussels Information Press, de vous présenter tous nos meilleurs vœux pour une excellente année 2017. C'est aussi l'occasion de vous remercier de nous suivre régulièrement dans notre actualité. Grâce à vous, Brussels Information Press participe à la diversité des médias et constitue de ce fait une source d'information indispensable aussi bien dans le paysage médiatique belge qu'au sein des diasporas. Mesdames et messieurs, nous serons une fois de plus honorés de vous compter parmi nous tout au long de cette année. Il est producteur, réalisateur, cinéaste, acteur et politologue et a déjà à son actif 8 œuvres cinématographiques aussi bien de courts que de longs métrages. Le dernier en date, sorti en août 2016, s'intitule Kimpa Vita, la mère de la révolution africaine. À peine sorti, le film rencontre un succès indéniable et un engouement de la part du public. Nous avons rencontré le jeune réalisateur le 14 janvier dernier lors du festival Congolisation où était par ailleurs projeté le film. Une jeune femme audacieuse, courageuse, qui s'est sacrifiée. Le film Kimpa Vita, la mère de la révolution africaine, retrace le parcours de la jeune prophétesse Kimpa Vita, qui, à l'âge de 20 ans, ça se passe en 1704, décide de libérer son peuple, le Royaume Congo, de l'occupation portugaise, un peuple en proie à l'esclavage, à la déportation, au pillage de ses ressources naturelles. On se rappellera dans le film de la séquence La bataille d'Anguilla ou la guerre des minerais, et bien entendu aux divisions internes. La jeune prophétesse, dotée d'une puissance naturelle et illuminée par ses ancêtres, a une triple mission que nous révélera le réalisateur au cours de cet entretien. L'approche pédagogique que se livre le réalisateur permet par ailleurs de mieux comprendre le film, la grandeur qu'a été la République démocratique du Congo, le déclin de ce grand peuple depuis le baptême de son roi Zinga Ankubu, sa chute et un peuple livré à la volonté d'une puissance étrangère. 300 ans après ce rappel des faits historiques, nous sommes en 2017, la situation de la République démocratique du Congo a-t-elle changé, tout comme celle d'autres pays d'Afrique? Telle est la réflexion centrale que soulève ce film et qui nous amène à conclure, sans risque de nous tromper, que le combat de Kimpa Vita est d'actualité. Voici à présent notre rencontre avec le jeune réalisateur né Kunda Nlaba. J'ai étudié au Congo, j'ai fait même l'université au Congo. Je n'ai jamais eu l'opportunité d'étudier notre histoire en profondeur, voire même les grandes figures comme Mama Kimpa Vita, Mfumu Kimbangu et beaucoup de grandes personnalités africaines. Donc, j'ai découvert l'histoire de Mama Kimpa Vita à travers un mouvement d'éveil spirituel négro-africain appelé Vuvamu, qui est à Kinshasa et puis aujourd'hui partout dans le monde. Donc, c'est à travers Vuvamu que j'ai connu Mama Kimpa Vita. Et depuis le jour que j'ai vu l'image de Mama Kimpa Vita, j'ai découvert son histoire. Je me suis dit, en tant qu'artiste, je dois faire quelque chose. Je dois raconter cette histoire dans le monde entier. Donc, je dois aider aussi d'autres personnes à découvrir Mama Kimpa Vita comme je l'ai découvert aussi. Donc, c'était ça la motivation. Et au-delà de ça, c'est aussi l'histoire, en fait, c'est son apport dans l'histoire.
voir une jeune femme de 20 ans à l'époque, parce qu'en 1684, elle avait 20 ans, et déjà le royaume Congo qui était détruit, parce il faut reconnaître que le royaume Congo était vraiment détruit, hein, avec les guerres, les divisions entre le peuple, le royaume était vraiment divisé en plusieurs parties, il y avait plusieurs petits royaumes, et puis il y avait des déportations, il y avait l'esclavage, donc le royaume était vraiment envahi, donc c'était le chaos. Et voir pendant ce temps-là une jeune femme, excusez-moi, et puis une jeune femme de 20 ans se lever, dire non, se battre, et puis commencer à sensibiliser la population sans avoir peur. Comment était organisé le royaume Congo avant l'arrivée des Portugais et qu'est-ce qui explique son occupation, les divisions et luttes internes qui suivront entre communautés d'un même peuple? En fait, avec cette rencontre avec le Portugais en 1482, déjà le royaume Congo était puissant à l'époque, le royaume Congo était développé, s'il faut le dire. Donc déjà Diego Cao, le navigateur portugais qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo pour les Occidentaux. Et c'était un État, un royaume vraiment formidable où il y avait tout, hein. Et donc, il était question d'exploiter ces royaumes. S'il faut exploiter le royaume dans le temps, parce qu'il faut souligner que le royaume Congo était vraiment puissant à l'époque. Et quand on parle de la puissance, c'est la puissance politique et puis la puissance même économique, militaire même. C'était pas facile de pénétrer et commencer directement à exploiter les ressources et commencer à prendre des gens, capturer les gens. C'était très difficile. Alors, les Portugais, donc les Occidentaux, se sont servis de la religion, s'il faut le dire, donc la spiritualité. Donc il y avait la spiritualité africaine qui existait, la spiritualité Congo qui existait dans le royaume Congo. Et cette spiritualité a été remplacée par le christianisme. Et c'était une façon qu'ils ont utilisée pour affaiblir le royaume. C'est à travers ça. Et puis après, les rois qui sont venus après étaient des christianisés, s'il faut le dire. Donc ils dépendaient du christianisme, ils dépendaient du Vatican. Donc, ils n'avaient plus le pouvoir. En fait, ils étaient dirigés à partir du Vatican et autres. Donc, c'est ce qui a fait que le royaume a perdu sa force, sa puissance. Et puis, il y avait de guerres parce qu'il faut le dire que, en fait, le Portugais, à l'époque, ils ont utilisé le système divisé pour mieux régner. Donc, il a fallu diviser les gens, diviser les Congos, donc créer des conflits entre eux. Et c'était une façon de les affaiblir, en fait, ou soit de nous affaiblir en tant que Congo dans les temps. Vous venez de dire que le royaume Congo était bien organisé, bien structuré, avec un pouvoir politique, économique et une structure militaire. Mais comment expliquer qu'une telle organisation soit aussitôt déstabilisée? Et à quel moment précis intervient la prophétesse Kimpavita? Ouais, donc, Mama Kimpavita va intervenir en 1704 déjà, donc à l'âge de 20 ans. C'est à ce moment-là qu'elle va s'élever, voir la souffrance de la population. Elle ne pouvait pas être indifférente. Donc, elle s'est levée en 1704 pour commencer à sensibiliser tout d'abord la population, les enseigner, puis leur faire revenir à la raison. L'un des principaux enseignements de Kimpavita était le retour au monothéisme, à la spiritualité, aux valeurs traditionnelles, à la croyance en un Dieu créateur de l'univers. Elle n'a par ailleurs jamais accepté la religion étrangère qui leur a été imposée. Donc, on parle de ça dans le documentaire. En fait, dans le royaume Congo, soit en Afrique, il y avait déjà une spiritualité qui existait, comme je l'ai dit tantôt. Donc, les Africains connaissaient Dieu. Ils avaient cette relation avec les créateurs, en fait, s'il faut dire les créateurs du ciel, de la terre, de l'univers. Ils savaient déjà cette existence depuis plusieurs années, en fait. Et donc, il a fallu couper cette communication entre les Africains et le créateur de l'univers, ou soit le Dieu, au niveau de l'Afrique, pour essayer de déstabiliser le continent africain. Donc, c'était ça la stratégie vraiment utilisée au niveau de l'Occident. Et puis, c'est parce qu'ils savaient que les Africains sont vraiment spirituels, hein, ils sont vraiment spirituels, vraiment attachés à la spiritualité. Donc, il a fallu utiliser cette astuce pour essayer de les déstabiliser. Kimpavita va donc créer un mouvement pour sensibiliser son peuple à l'occupation portugaise, organisé à déstabiliser le royaume Congo et à le piller sous couvert d'une religion.
Son objectif était bien entendu de libérer le peuple du jeu de l'occupant et très vite, plus de 80 000 personnes vont adhérer à son mouvement. Quel pouvoir avait-elle? Donc, il faut dire qu'elle est déjà leader depuis sa naissance. Donc, elle avait déjà une mission, donc elle était déjà préparée en fonction de ça. Et puis, il faut souligner. La préparation à cette mission vient de qui? Oui, donc il faut souligner qu'elle faisait partie de la société secrète Kimpasi, parce que dans le Royaume Congo, il y avait une société secrète, Kimpasi, donc c'était une société initiatique en fait. On initiait les gens à la spiritualité, à la gestion même du royaume en général, mais c'était plus de gens qui étaient des garants sur le plan spirituel. Parce que dans la société Congo, il y avait la partie spirituelle, donc il y avait les gens qui étaient du côté des Ntsaku, qui étaient plus spirituels. Il y a le Mpanzu, qui était sur le plan technologique et scientifique. Et puis il y a les Nzinga, qui s'occupaient de la gestion, soit le pouvoir exécutif. Donc tout était vraiment organisé, très bien structuré. Alors, donc, en fait, ça, elle est sortie de cette société qui était vraiment forte, où on préparait, s'il faut dire, les cadres de la société Congo. Donc, c'est ainsi qu'elle a commencé à entraîner la foule. Donc, elle avait ce pouvoir-là de persuader les gens. Donc, je pense que c'était facile pour elle parce qu'elle était choisie pour ça. Parce que quand on a une mission, quand on t'est choisi pour une mission, on doit te donner aussi le moyen technique ou soit le pouvoir que vous pouvez utiliser pour accomplir votre mission. Donc, c'est un peu ça. Kimpavita était dotée d'une puissance naturelle, ce qui ressort dans le film. Elle décède, puis au bout de 3 jours, elle ressuscite. C'est de la fiction? Comment expliquez-vous cet état? Bon, ça c'était Kimpavita devait commencer sa mission en 1704 et elle devait se connecter en fait avec le monde spirituel. Elle devait retourner dans le monde spirituel. C'est un phénomène qui est naturel chez nous. Donc les gens pouvaient décéder pendant 3 jours et puis revenir aussi. Donc le cas de Kimpavita nous a prouvé, déjà elle a passé 3 jours et puis elle est revenue pour commencer sa mission. C'est pourquoi même dès qu'elle ressuscite, elle commence directement sa mission. Elle explique ce qu'elle a vu même. Donc, elle a expliqué à tous les habitants, en fait, qu'elle a rencontré le Dieu de nos ancêtres. Elle a rencontré le roi, le roi Antonio Ier. Donc, c'était un peu ça avec les ancêtres. Donc, le roi Vitankanga, qui est décédé à la bataille d'Ambouila en 1665. Donc, c'était ça parce qu'en fait, Mama Kimpavita faisait aussi la continuité du travail qu'a fait le roi Vitankanga, parce que c'était question de protéger le royaume Congo. C'est pourquoi le roi Vitankanga lui-même s'est battu par rapport à ça. Donc, sa mission se résume en trois parties sur le plan spirituel: rétablir la spiritualité africaine. Au-delà de ça, il y a l'aspect la reconstruction du royaume Congo qui était détruit, parce qu'il faut souligner que la ville de Mbanza Congo était devenue déserte, hein, parce que tellement qu'il y avait des conflits, personne n'habitait la ville de Mbanza Congo. Donc il a fallu réhabiliter même la ville de Mbanza Congo, parce que c'était le siège des institutions, c'était la capitale du royaume. Et à l'époque, il y avait 2 prétendants, il y avait 2 personnes qui se disputaient le pouvoir. Ouais, il y avait Ntsaku Atambutana Jean III, d'une part, et il y avait Pedro IV, Panzu Mvemba. Mama Kimpavita avec cette mission politique même, de faire la négociation pour essayer d'avoir un consensus, en fait, avoir une seule personne qui va retourner à Mbanza Congo, vivre là-bas, et puis reprendre en fait, le pouvoir Congo, comme d'habitude. Le conflit entre les 2 prétendants au trône royal intervient non pas avant l'occupation du royaume Congo, mais après. C'est bien cela? Ouais, en réalité, déjà, l'installation de Portugal a commencé déjà dès l'arrivée en 1482, après les années qui suivent. Et puis déjà, bon, en 1665, c'était déjà pire que ça. Donc, quand il y a eu bataille d'Ambouila, le roi Vitankanga a été mort. Déjà, c'était le chaos. Et puis, ça a continué. Déjà, en 1704, déjà avec Mama Kimpavita, c'était plusieurs années après. Donc, le royaume était vraiment déstabilisé. Et le Portugais dirigeait le royaume
Donc, ils avaient vraiment le pouvoir, surtout, c'est eux qui dirigeaient les élites du royaume parce que ces élites étaient christianisées. Ils dépendaient, comme je disais, ils dépendaient du Vatican, ils dépendaient de Portugais. La preuve en est que le prêtre Bernard de Gallo était devenu le directeur des cabinets du roi Mpanza Mvemba. Voilà, donc lui qui était un missionnaire ou certains religieux, mais en même temps, il assumait ces fonctions-là, il dirigeait indirectement, parce que le roi, il faut qu'on se le dise, le roi consultait à tout moment son directeur de cabinet, et qui était en même temps son conseiller pour lui donner des conseils par rapport au fonctionnement politique du royaume. Donc, c'est un peu ça. C'est là où il y avait la déstabilisation. En fait, le roi était là, mais il était un échantillon en même temps parce qu'il ne dirigeait pas en réalité, parce que tout venait du Vatican, il venait de Portugais, ainsi de suite. Peut-on dire que la bataille d'Ambuila ou la guerre des minerais était le point de départ du déclin du royaume Congo? Bon, la bataille d'Ambuila a vraiment enfoncé, parce que le point du déclin du royaume Congo, même par rapport à la tradition Congo aujourd'hui, par rapport à l'histoire Congo, c'est au moment où le roi Nzingankou a accepté les baptêmes, en fait. C'est ce moment où il s'est baptisé, c'est là où c'est le point de déclin, en fait. Parce en réalité, il avait une spiritualité, parce que chez nous, le roi incarne le pouvoir spirituel et politique en même temps. Donc, le roi, c'est un spirituel, c'est le représentant, s'il faut le dire, si vous voulez, le représentant de Dieu sur la terre. Donc, c'est un peu ça dans notre système, c'est ce qui existait chez nous. Et puis, bon, un représentant de Dieu sur la terre qui s'est fait baptiser par un individu. Donc, c'est le transfert du pouvoir, en fait. Parce qu'il faut dire qu'à ces temps-là, ils ont commencé à appeler les missionnaires le père. Donc, même lui, en tant que roi, le roi Nzingankou, a commencé à appeler le missionnaire le père. Donc, il dit père, donc lui, il devient fils. Donc, voyons déjà la relation entre père et fils. Donc, c'est le père qui a plus de pouvoir par rapport au fils. Donc, il est devenu fils de missionnaire, donc il perd son pouvoir. Kimpavita va user de son influence et de sa détermination pour libérer son peuple de la servitude. Sa stratégie mise en place va convaincre beaucoup de fidèles congolais baptisés à la religion importée par les prêtres portugais à quitter les églises au point de vider celles-ci. Kimpavita deviendra alors l'ennemi juré de l'occupant qui usera de toute son influence, de ses stratagèmes avec l'appui du pouvoir religieux central en Occident pour anéantir Kimpavita. Elle sera condamnée au cours d'un procès de quel conseil? Le conseil royal, en fait. Ouais. Donc, en fait, le prêtre, les missionnaires ont utilisé plusieurs aspects. Ils ont même utilisé le roi, en fait. En réalité, c'est qu'on nous dit, le roi n'était pas en position de faire face aux missionnaires parce que, comme je le disais, ils avaient l'influence directe par rapport à la gestion du royaume. C'est pourquoi ils ont même participé au jugement. Mais en réalité, le roi lui-même n'était même pas là, il ne savait pas ce qui s'est passé. Et il y a même des versions qui nous disent que le roi était ivre. En même temps, on lui a donné du whisky, tout ça, pour boire. Et en même temps, il n'aura pas le temps de contrôler. Donc, il était ivre dans l'ivresse. Donc, il ne pouvait pas agir. Donc, je pense qu'ils ont utilisé cette manière pour essayer de mettre de côté le Congo, parce que les gens n'étaient pas contents du tout. Il faut le dire que Kimpavita était devenu leur ennemi. Pourquoi? Parce que les églises étaient devenues vides. Hein. Il n'y avait plus de Congo dans l'église chrétienne, par exemple, à l'église catholique, les gens n'allaient plus. Donc, déjà, c'était une grande menace. Et en même temps, ils déstabilisaient leur pouvoir, même politique, disons, parce que Kimpavita donc, était en train de faire cette négociation, comme je disais, pour avoir un seul roi qui va habiter à Mbanza Congo. Or, le Portugais et le missionnaire avaient créé un conflit donc, entre les deux rois. Donc, ils allaient voir l'autre ici, discuter, donner des stratégies. En même temps, ils discutaient de l'autre côté avec l'autre prétendant. Donc, c'était comme ça. En fait, c'est ce qu'on a vécu dans le passé. On vit ça même aujourd'hui. Donc, on voit
il y a un président, de l'autre côté, il y a l'opposition. Et vous allez voir que c'est le même personne qui discute avec le président ici en place et discute avec l'opposition. Donc, en fait, ça se répète, c'est la même chose. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi il a fallu carrément éliminer Kimpavita. Parce que laisser Kimpavita comme ça, c'était le chaos total pour tout ce qu'ils ont accompli pendant plusieurs années. Donc, c'est pourquoi on devait la faire disparaître. Donc, la dernière solution, c'était la brûler vive. On l'a brûlée vive avec son conjoint, mais pas son enfant. Avec l'enfant. Avec l'enfant. Ouais. Donc, ils étaient brûlés vifs tous les trois. Ils ont été brûlés tous les trois. Ouais, même la version du documentaire le dit clairement qu'ils ont été brûlés tous les trois. Donc, elle et puis le secrétaire, son partenaire qui est le Barrow, qui était son secrétaire en même temps, et puis le bébé, qui s'appelait Kembo Dianzenza. Donc, Kembo Dianzenza. En même temps, vous allez voir dans le documentaire, on l'a dit, Mama Kimpavita a annoncé même que vous me brûlez avec cet enfant pour enterrer la vérité. Mais sachez que cet enfant va revenir plus tard, il va renaître pour réhabiliter, bien rétablir cette vérité. Et même dans l'histoire Congo, on le dit clairement que cet enfant a réincarné plus tard pour continuer la mission. Donc, en réalité, c'est Fumu Kimbangu, ou soit le prophète Kimbangu, qui a commencé sa mission en 1921. Donc, c'est cette réincarnation de cet enfant appelé Kembo Dianzenza. Que reste-t-il du royaume Congo aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, le royaume Congo est inexistant parce que déjà, avec la conférence de Berlin, s'il faut le dire plus tard, ouais, donc le royaume était partagé en plusieurs parties. Il y a les Portugais qui ont pris la partie de l'actuel Angola, et puis il y a le Congo démocratique, et puis il y a l'autre Congo, Brazzaville, et puis il y a une partie du Gabon. Donc, toute cette partie était inclue dans le royaume Congo. En fait. Ouais, donc, ça se retrouve un peu dans plusieurs parties, dans plusieurs pays de l'Afrique centrale, donc, que j'ai cité. En même temps, les Congos sont partout dans le monde parce qu'ils étaient déportés en Amérique, au Brésil, en Jamaïque, dans plusieurs pays du monde, en fait. Qui s'est sacrifié pour ses idées, pour son peuple, et qui était une espèce de porte-flambeau de la liberté des peuples africains. En plaçant ce film dans le contexte actuel, on se rend bien compte qu'il est d'actualité. Dans beaucoup de pays d'Afrique, il existe des bases militaires étrangères qui protègent les intérêts de leur pays. Ces puissances ont un regard attentif sur le pouvoir en place, pillent les ressources naturelles de ces pays d'Afrique, décident de quelle monnaie certains de ces pays d'Afrique doivent utiliser, battent cette même monnaie chez eux, la dévaluent quand ils le souhaitent, etc. Aujourd'hui, Kimpavita ressemble à tous ces pays qui se battent contre une inertie qui leur est imposée, qui luttent encore pour leur souveraineté, leur indépendance économique et monétaire. Quelle est votre analyse? Je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui, même les jeunes, s'inspirent de Kimpavita, parce que Kimpavita, c'est un modèle déjà par rapport à sa lutte. Mais je pense qu'il y a un parallélisme par rapport à ce qui s'est passé dans le passé et ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Déjà, sur le plan spirituel, on va dire qu'on n'est pas indépendant spirituellement. Moi, je pense que c'est le point de départ. On doit commencer sur le plan spirituel parce que pour nous déstabiliser, on a commencé par nous déstabiliser spirituellement, sur le plan spirituel. Donc, s'il faut être libre, on doit vraiment renforcer cette liberté sur le plan spirituel. Bon, je pense qu'il y a quand même l'éveil aujourd'hui avec la jeunesse, avec tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Il y a des mouvements spirituels au niveau de plusieurs pays de l'Afrique, notamment au Congo, à Kinshasa. Il y a des grands mouvements spirituels. Donc, il y a quelque chose qui est en train de continuer. Il y a des gens qui continuent la lutte. Il y a des gens qui s'inspirent des Mama Kimpavita en même temps pour continuer la lutte sur le plan spirituel. Il y a vraiment des mouvements spirituels qui s'inspirent de la base, qui s'inspirent des Mama Kimpavita, qui s'inspirent du prophète Kimbangu, qui s'inspirent des Nengwa Mafuta, qui s'inspirent de Nengwa Nzinga, qui s'inspirent de tous ces gens-là. Donc, ça signifie qu'ils sont vraiment dans la voie
de la réalité ou soit dans la voie authentique, je dirais. Au niveau de la déstabilisation, je pense que, comme je disais, il y a un parallélisme dans le passé. Le royaume Congo était exploité, il y avait des guerres, ainsi de suite, il y avait des divisions entre les gens du royaume, ou soit le prétendant au trône et tout ça. Et on le vit aujourd'hui. Et puis, il y a la guerre au niveau de l'Est du Congo. C'est la guerre de minerais. C'est la même chose. La bataille d'Ambula, c'était la guerre de minerais. Donc, il s'est battu pour avoir le minerai dans le royaume Congo, dans la ville de Wandu notamment. Et aujourd'hui, c'est l'est du Congo, de la RDC. Et donc, c'est vrai on voit des groupes armés, mais ces gens-là sont instrumentalisés. Comme dans le passé, c'est la même chose. Ils se servent aujourd'hui des Africains eux-mêmes pour dire voilà que ce sont des rebelles, ce sont les Africains eux-mêmes qui font la guerre. Mais en réalité, il y a des sociétés multinationales qui sont derrière ça en train de financer. Parce qu'on doit être clair, il n'y a pas d'industrie d'armes en Afrique. On ne produit pas des armes en Afrique, on ne fabrique pas des armes en Afrique. Mais bon, aujourd'hui, il y a toutes ces armes-là, il y a la guerre, il y a des... C'est vraiment une situation qui est, comment je vais dire, télécommandée ou téléguidée quelque part. Il y a des gens qui sont derrière. Pour donner un espoir à l'avenir de la jeunesse qui, tôt ou tard, prendra la relève, et pour ceux qui luttent pour leur liberté, que préconisez-vous? C'est pourquoi c'est vraiment important d'avoir des films pareils. On a vraiment besoin de promouvoir ces films, soit avoir une large diffusion, s'il faut le dire. Donc, aller même dans des écoles, avoir un programme sur ça. Ça va permettre aux gens d'avoir de modèles, en fait, soit les jeunes Africains, d'avoir des modèles. Ils vont comprendre que tout ce qu'on vit aujourd'hui, nos ancêtres l'ont vécu dans le passé et ils se sont battus. Et s'ils se sont battus, ils n'ont pas eu peur. Pourquoi devant nous avoir peur? Donc, il faut qu'on se batte aussi pour avoir cette liberté, la liberté spirituelle, politique et même économique. Et puis, bon, je ne sais pas s'il faut attendre combien d'années. Moi, je pense qu'il faut libérer sur le plan politique aussi, parce que la politique est toujours en captivité. Et donc, nos dirigeants africains, ils dépendent toujours de l'Occident. Et si, même les opposants, que ce soit les gens au pouvoir ou les opposants, ils vont toujours au niveau de l'Occident pour avoir l'appui et ainsi de suite. Mais bon, la personne qui te soutient, qui t'appuie, il a forcément une main derrière, donc il peut aussi contrôler. Généralement, c'est eux qui contrôlent. Donc, moi, je pense qu'on doit libérer nos politiciens, soit libérer notre politique, parce que déjà, en Afrique, pour nous déstabiliser, ils ont commencé à déstabiliser nos politiciens. C'est vrai qu'ils se sont servis de la spiritualité, mais la première personne à être touchée, c'était le roi qui est un politicien, en fait. Donc, nous avons ces devoirs-là et le mouvement spirituel au niveau de l'Afrique, c'est grand devoir de sensibiliser nos politiciens, qu'ils puissent vraiment retourner dans nos sources, retourner dans notre culture, notre spiritualité pour avoir cette liberté, en fait. Et puis, nos autorités doivent, soit le politicien, doivent se servir de modèles, doivent avoir Kimpavita, Fumukimbangu et autres, Lumumba et autres comme modèle. Donc, je pense qu'à partir de ça, ils auront cette liberté, la vraie liberté qu'on attend toujours pour mettre de côté les francs CFA, et mettre de côté tout ce qu'on a comme système éducatif au niveau de l'Afrique, parce qu'il faut le reconnaître jusqu'à aujourd'hui. On a toujours le système éducatif qu'on nous a laissé au niveau de la colonisation et tout. Aujourd'hui, on verra qu'en Afrique, on nous enseigne toujours en français, soit en anglais, ou dans des langues étrangères. Donc, on a besoin de dispenser l'enseignement dans nos langues. C'est ce qui va permettre aussi aux jeunes de mieux comprendre la matière. Donc, c'est vraiment important de faire beaucoup de réformes dans ces domaines. Depuis sa sortie en août 2016, le film Kimpavita, La mère de la révolution africaine, a déjà un long parcours. Du centre culturel Brésil-Angola, dans la ville de Luanda, en Angola, où il a été projeté pour la première fois,
le film poursuit son aventure et a été projeté dans la ville de Banza-Congo, en République démocratique du Congo. Ce film a été projeté à Paris, à Londres, à Bruxelles. À Bruxelles, il a été projeté pour la première fois le 2 décembre 2016 au cinéma Aventure. Vu le succès rencontré et la forte demande, le film est à nouveau programmé au cinéma Aventure à Bruxelles à partir du 27 janvier 2017. Ce film est par ailleurs attendu en Allemagne, aux États-Unis, en Jamaïque, au Gabon, et les négociations sont en cours pour sa programmation lors de la 25e édition du Festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, qui se tiendra bientôt à partir du 25 février. C'est un modèle. Il y a eu plusieurs réactions des C'est un cinéphiles et du modèle grand de public courage. au thème de la projection du C'est un film modèle Kimpa de Vita, la mère de la révolution africaine, que nous révèle ici le réalisateur. Bon, il y a eu des larmes aux yeux, hein. Les gens ont pleuré, il y a eu des gens qui ont pleuré, il y a eu des gens qui manquaient de mots, parce qu'il faut dire que c'est une première en fait par rapport à notre histoire, c'est quelque chose que les gens attendaient depuis plusieurs années, puis il faut dire même depuis des siècles, hein. Même depuis l'histoire du cinéma, on n'a pas eu cette occasion de faire un travail pareil, soit un film qui parle de réalité, soit de notre histoire, avec plus de précision et puis raconté par les Africains eux-mêmes. Donc, c'était quelque chose vraiment très intéressant. Le film est apprécié depuis l'Angola et ici en Europe. Et puis, il y a vraiment la demande, il y a une forte demande. Et puis, bon, en même temps, le projet est en 3 phases. Il y a les documentaires. Donc, on a commencé par le documentaire et puis on va lancer la version fiction d'ici là. Donc, je pense qu'à partir de juillet 2017, on va lancer la version fiction, le préparatif, et puis il y a l'animation qui va intervenir, la version animation, le film d'animation qui va intervenir après, peut-être 2 ou 3 ans après, après qu'on ait lancé, qu'on ait sorti en fait la fiction. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc c'est un sujet très intéressant. On est engagé à raconter notre histoire et puis on a besoin du soutien au niveau de notre communauté, de tout le monde, de part et d'autre. Donc, on a de la matière et l'appui de la communauté va vraiment nous permettre de réaliser, de concrétiser. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce programme. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro de Rencontre du mois. D'ici là, portez-vous bien. Documentary film. Kimpa Vita, the mother of African revolution. Coming soon. Kimpa Vita. Kimpa Vita. Kimpa Vita. C'est donc ici l'occasion de remercier Mutamuntu Nkundanaba. C'est une bonne chose de pouvoir échanger, de pouvoir créer des plateformes comme les nôtres où nous pouvons nous exprimer à cœur ouvert, à bras ouverts, pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Merci Mutamuntu Nkundanaba. Je me rappelle encore de notre dernière conversation et même de ta participation au Congrès des Congo où nous nous étions dit
qu'il fallait qu'on puisse renforcer nos relations de telle manière que l'on soit capable d'enjamber toutes les difficultés, parce que cela ne manque pas. Merci beaucoup, Mbutamuntu Nekundalaba. Merci. melubikanga mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba kongwe silulwe kongo kongwe silulwe kongo kongwe silulwe kongo kongwe silulwe kongo abutubakela kunapisa kongwe rata machuwa ya kongo kongwe rata makoko kongo kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambileno kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambile kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile peve ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana Merci, je disais merci Mbutamuntu Ardos Massamba. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, j'aimerais vous dire que nous sommes en plein dans la dernière partie, la première partie de la dernière journée de la 32e édition du festival Malaki Makongo. Malaki Makongo, c'est entrer en communion avec nos ancêtres. Malaki Makongo, c'est dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Voilà. Nous allons parler de la Banque éthique africaine. Oh là 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 là. La Banque éthique africaine, c'est plein de choses à la fois. Il faut dire que je suis sociétaire de la Banque éthique d'Italie et que en 2005, quand nous avons créé la Fédération des banques éthiques européennes, avec un ami qui n'est plus malheureusement, et il nous manque beaucoup, il n'est plus, c'est monsieur Leonardo Loselli, et avec lui, de provocation en provocation, on était arrivé au point de nous poser la question de savoir pourquoi pas une banque éthique africaine. Donc, à partir de là, petit à petit, le chemin est en train de se faire jusqu'à la création de la Banque éthique africaine en décembre 2019. Mais vous savez, ce qui est important pour nous, c'est pas de courir derrière des millions, c'est pas le nom banque. Ce qui est important pour nous, c'est de créer une structure
qui va stabiliser la vie des jeunes gens et du monde africain et Congo en particulier, de telle façon qu'ils ne puissent pas chercher à traverser l'Atlantique, même à la nage, jusqu'à trouver la mort au fond de l'Atlantique. C'est pourquoi nous nous battons. Il faut dire que les choses ne sont pas seulement commandées par nous. Il y a des rencontres qu'on n'attend pas qui se font, qui arrivent. Par exemple, cette rencontre-ci avec M. Mohamed Younous. Oui, M. Mohamed Younous, c'est lui qui a créé dans les années 75, 74, c'est lui qui a créé la Grameen Bank. La Grameen Bank, c'est la banque des grains. La banque des grains, c'est la banque des pauvres. Alors, nous sommes ici à l'université de Bologna, en Italie. Donc, nous sommes là à l'université de Bologna, en Italie, où il était venu pour faire une conférence. Après la conférence, il a voulu me rencontrer, il a voulu me dire 2 mots. Il m'a dit, Monsieur Massengo, dans cette salle, il y avait près de 5000 personnes. Vous étiez le seul noir. Il faut savoir que dans ces 5000 personnes qu'il y a eu, toutes les communautés, la communauté européenne, la communauté asiatique et la communauté arabe, toutes les communautés du monde ont eu le temps et la chance de créer leur monnaie, leur système financier. Malheureusement, si les autres l'ont gardé, les Africains ont perdu la force de leur système financier. On avait à Banza Congo, dans la capitale, à la capitale de l'actuel Angola, vous avez une île qui est en face de la capitale. Cette île, c'est là où on allait, c'est là où c'était la banque du roi. C'est là où le roi allait s'approvisionner en nzimbu. C'est des coquillages d'une certaine manière, d'une certaine beauté, dont on avait besoin pour faire en guise de finance, en guise d'argent, de liquidité. Ce sont parce que c'était petit, c'était fin et c'était dur. Donc tout ça, ça permettrait à ce que ça soit utilisé comme monnaie. Bon, et il était interdit à toute personne non autorisée d'aller sillonner dans cette zone. Et cette zone-là, il était juste permis aux femmes. Certaines femmes étaient permises d'aller faire la pêche, des coquillages. Cette pêche était faite spécialement par les femmes. Si on te trouvait dans la zone sans avoir été autorisé d'y aller, tu étais Luanda. Tu étais Luanda. Et tous ceux qui parlent Congo savent que Luanda, ça veut dire être flagellé, être bien flagellé pour que tu n'y reviennes plus. Et le nom Luanda, qui symbolisait la terreur du roi pour ceux-là qui ne devaient pas se retrouver dans cette partie du monde, le nom Luanda a été adopté comme nom de la zone et aujourd'hui comme nom de la capitale de l'Angola, qui s'appelle Luanda. Et quand je suis en train de parler du royaume Congo, je parle de ce territoire-ci. Et le
Luanda se trouve à ce niveau, de la partie nord-ouest de l'actuel Angola. Alors, depuis 2019, nous sommes en train de travailler pour mettre sur pied une banque éthique africaine. Nous sommes en train d'essayer plein de méthodes et d'activités pour essayer de porter en avant cette logique. Ce qui nous importe, ce n'est pas renflouer la banque d'argent et faire tout et rien. Non, ce qui nous importe, c'est que dans la tête, qu'on ait la conscience de la finance alternative et éthique. C'est ce que est en train de me dire Monsieur Mohamed Younous, ici. Excusez-moi que je rattrape. C'est ce que Monsieur Younous est en train de me dire. Il est en train de me dire qu'il y avait 5000 personnes dans cette salle. Mais dans ces 5000 personnes, tu étais le seul noir. Alors, si ce que j'ai dit, si la forme que j'ai trouvée pour créer la banque éthique t'a plu, alors, lève-toi et prends tout cela à bras le corps. Parce que un enfant, quand il commence à courir, il se lève, il tombe, il court, il tombe, il court, il tombe. Mais c'est en courant et en tombant qu'il apprend à marcher. Quand il aura atteint 3 ans, ben, si tu n'es pas fort, c'est difficile de le rattraper. Donc c'est à cela que je t'invite. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Vas-y, bouscule, fonce, comprends d'abord le système et tout le reste va fonctionner comme l'eau de roche. C'est ce que M. Mohamed Younous est en train de me dire. Et depuis, nous sommes en train de foncer dans le système de la banque éthique. Nous travaillons sur 3 continents, donc nous avons permis à tout le monde de collaborer. Et 2 fois, c'est difficile. 2 fois, c'est difficile de pouvoir fonctionner quand le système est large. Nous sommes là. En 2001, nous avons essayé une autre pratique. D'ailleurs, quand on a commencé, parce que la banque éthique, c'est mettre de l'argent ensemble et gérer cet argent de manière responsable et éthique. Bon. La gestion des entrées sont décidées de manière commune. Une année après, c'est pas quand on parle de l'argent dans l'espace africain, c'est pas facile du tout. Une année après, nous avons créé un petit groupe pour lancer la tontine de la banque éthique africaine. Cette tontine a bien commencé en 2001. Elle a bien commencé, les résultats étaient bons. La deuxième année, les difficultés ont commencé parce que nous sommes étendus sur 3 continents et partout en Afrique, en Europe, en Amérique, nous avons des gens qui participent. Nous n'avons pas les moyens de coercition, sinon que le plus grand moyen que nous avons, c'est l'amour qu'on a dans la chose. Et nous avons poussé jusqu'au moment où certains amis n'ont pas pu continuer parce que certains amis n'ont pas pu continuer parce qu'ils étaient pris dans
le corps a ses raisons. Hein. Quand on est malade, on ne peut pas avancer. Et souvent, ce que les autres n'arrivent pas à faire, le poids retombe sur les uns et les autres et ça alourdit la machine jusqu'à ce que la machine soit plus ou moins bloquée. Et surtout que les finances, comme vous le savez, sont en plein mouvement. Les banques sont en train de souffrir parce que la finance est devenue très volatile et le mode de finance ancien est en train de perdre de la vitesse. Vous voyez qu'il y a beaucoup de petites banques qui sont en train d'arrêter de tourner parce qu'il y a des grandes banques qui bouffent les petites banques, ainsi de suite. Bon, on est en train, nous ne sommes pas exemptés de tout cela, nous sommes dans le vent avec eux, donc petit à petit, les difficultés, nous sommes en train de les rencontrer, mais attention, quand on rencontre une difficulté, et 2 fois qu'on s'arrête, ça ne veut pas dire que le système à l'intérieur n'évolue pas. Le système est en train d'évoluer. Et tout ce qu'on a comme problème, ce n'est que c'est passager. Ça vous permet de mûrir, de grandir et de mettre sur pied des systèmes financiers que vous-même pouvez gérer. Et nous sommes à ce niveau-là. D'ailleurs, il était prévu qu'en Banza Congo, au mois de décembre, oui, maintenant, là, disons à partir du 20 décembre, qu'on puisse lancer la banque éthique africaine Congo. Bon, le rendez-vous a été reporté. On est en train de voir comment on va faire pour que cela se réalise. Voilà. En dehors de ça, nous sommes là. Attendez un moment, parce que j'estime qu'on aura besoin de ce que nous faisons, ce que nous savons faire. Voilà. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. La Banque éthique africaine, notre banque, enfin elle est là, la Banque éthique africaine, notre banque. Quels sont les besoins que le projet va satisfaire? La Banque éthique africaine d'Europe va accorder des crédits aux entrepreneurs de la diaspora africaine qui ont du mal d'avoir accès au crédit, mais leurs œuvres doivent être sociales, solidaire, responsable, avec un impact en Europe et en Afrique. Quel est le profil d'un entrepreneur social et solidaire et d'où vient l'idée d'un tel projet? L'entrepreneur social et solidaire est préoccupé par le drame de l'Afrique, chômage, pauvreté, misère, maladie, revenus faibles par habitant, guerre, analphabétisme, acculturation, crise identitaire, changement climatique, désertification, déforestation, inondation. Enfin elle est là, la Banque éthique africaine, notre banque, la Banque éthique africaine. Qu'est-ce qu'une banque éthique? Une banque éthique est un point de rencontre des gens qui partagent l'exigence d'une gestion plus responsable et transparente des ressources financières. Le but c'est d'encourager des initiatives socio-économiques qui respectent la dignité humaine et l'environnement. Banque éthique ne tente pas de rejeter les règles de base de la finance, mais elle essaye plutôt de réformer les valeurs essentielles sur lesquelles la finance s'appuie. Nous devons changer de paradigme. C'est commencer à être des acteurs pour notre propre développement, c'est redimensionner son monde dont vous êtes le centre. Reconsidérer notre rapport avec l'argent, l'entourage, l'environnement, recréer un système scolaire adapté, et reprogrammer nos intellectuels qui sont happés par le système financier et le pouvoir. Notre banque, enfin elle est là.
La Banque éthique africaine, notre banque, la Banque éthique africaine. Qu'est-ce que l'éthique? L'éthique, ce sont nos mœurs, notre culture, le mode de vie qui détermine notre société. En général, la réflexion éthique porte sur les conceptions du bien, du juste et de l'accomplissement humain. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Que voulons-nous accomplir? Quel type de rapport voulons-nous entretenir avec les autres? Quel rapport avec les clients? Ces entrepreneurs de la diaspora africaine recevront une formation de responsabilité sociale. Ils seront les ambassadeurs du développement de l'Afrique. Notre banque, enfin elle est là, la Banque éthique africaine, notre banque, la Banque éthique africaine. Nos canaux de distribution, filiales de la Banque éthique africaine d'Europe, groupe d'initiatives territoriales, réseaux sociaux via web, magazine web, téléweb. Festival du développement durable africain, foire séminaire web. D'où viendra l'argent? En général, il ne faut jamais laisser à d'autres personnes le soin de créer la base financière de vos activités. Au cas contraire, vous serez étranger dans votre propre entreprise comme Adi Mouhammad Younous. Nous devons commencer avec l'argent de nos poches. La finance africaine. Avant les Portugais, les royaumes africains connaissaient déjà l'économie monétaire. Les cauris sont à la fois une fonction économique et une fonction de décodeur du langage ésotérique. Les cauris jouent le rôle d'échange monétaire, échangé dans presque toutes les cours royales. Grandes villes du continent noir, ils sont aussi utilisés dans la médecine traditionnelle et dans l'art divinatoire pour découvrir des mensonges. Les Nzimbu ont été calibrés avec des tamis de manière à constituer des paniers de valeur. Le prix du fonds était donc de 13,33 francs. Les Zimbu ont été progressivement supplantés par les Chypriotes importés de Zanzibar, par les Portugais. Enfin elle est là, la Banque éthique africaine, notre banque. Quelles sont les activités de la banque? Informer et éduquer la diaspora et les communautés africaines sur l'objet et l'intérêt de la finance éthique, sélection des projets, accompagnement et suivi des projets et résultats. Quota d'inscription, récolte de fonds, financement participatif, recherche des banques éthiques sœurs. L'impact social et environnemental du projet. Lutter contre la famine, la misère en Afrique. Donner du travail et le bien-être dans les zones de guerre pour consolider la paix, faire de la diaspora africaine des partenaires qui sont nos partenaires. Banque éthique d'Italie, diaspora africaine, communauté locale. Enfin elle est là. La Banque éthique africaine, notre banque, la Banque éthique africaine, notre banque. Enfin elle est là, la Banque éthique africaine, notre banque. Zolo Menoni kuzo Lolo Wanani Dokobekweto Ntango boyikwa Oui, bon, je disais, on se retrouve ici par rapport à la Banque éthique du Congo, qui est en fait un moment de la chaîne que nous voulons développer, la Banque éthique africaine. Donc c'est un petit peu comme en informatique, je me répète, on fait des sous-programmes pour un grand programme. Donc c'est un bébé qui est porté par Tamasengo qui est là avec nous. Bouta porte le projet depuis 17 ans déjà. Et il est temps que nous fassions naître ce bébé ensemble, la Banque éthique. Quel bonheur que l'on peut avoir que de savoir, aujourd'hui, je me bats pour mon devenir, pour mon futur, pour le futur de mes enfants. La banque éthique n'a rien à voir avec la microfinance classique. Celle-ci s'inspire en fait de ce qu'on appelait la banque des pauvres
du docteur Mohamed qui a créé la Rajim Bank à l'époque, Mohamed Younous, qui lui avait mis l'homme au centre de tout. Mais la microfinance d'aujourd'hui, c'est plutôt le capital, l'intérêt, donc l'asservissement de l'homme par rapport à la finance. Et avec la banque éthique, on revient à la source première. Donc, la banque dite des pauvres du professeur Yanou, c'est en fait la matrice même de la banque éthique. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau que cela. Et bon, moi, je vous remercie pour la confiance que vous me portez. Et j'espère mener à bien avec vous ce projet-là, parce que comme j'emprunte les mots que j'emprunte à Mboutama Sengo, qui les a empruntés à notre très cher Sonny Laboutansi, que souvent en Afrique, un projet naît projet, grandit projet et meurt projet. Alors nous devons cesser ça parce que c'est devenu comme un leitmotiv pour les Africains. Fataliste, on attend que tout tombe du ciel, mais le bon Dieu a dit aide tout, le ciel t'aidera. Alors nous allons nous aider. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour l'avenir et c'est pour un jour dire quand je suis en Afrique, je suis chez moi. Donc merci encore. Sans vous, sans nous et sans ceux qui viendront qui ne sont pas là aujourd'hui, la banque éthique n'existera pas. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que Malaki, Malaki a été créé précisément le 3 avril 1993 à Brazzaville, au Congo. Et nous pensons que nous sommes à la hauteur de la confiance que vous, ici présents, nous portez, et que cette confiance sera portée aussi par tous ceux qui vont venir, qui vont adhérer. Voilà.
Nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. C'est la 32e édition du festival Malaki Makumbo qui se fait online. Nous avons fait un point sur la banque éthique africaine. Cela fait 3 ans depuis 2019, le 30 janvier 2019 que nous nous battons pour mettre sur pied la banque éthique africaine. Il faut aussi savoir que dans le cadre du royaume de Nsundi que nous allons créer, le royaume de Nsundi, Nsundi c'est la province, excusez-moi, Nsundi c'est, je disais tantôt que Nsundi c'est la province nord du royaume Congo que nous voulons harmoniser, les relations entre les gens, les relations du système économique et culturel. C'est un espace où il y aura l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, un centre d'accueil des afrodescendants qui viendront pendant 3 mois, ils vont vivre avec nous. Ils vont vivre là avec nous pendant 3 mois pour ceux qui viennent pour des recherches. Ils payeront rien, sinon que tout ce qu'ils vont manger et boire. Nous aurons un centre de formation et aussi un centre de promotion du réseautage. Voilà. Parce qu'on sera relié à des universités, des associations, des écoles, des villes qui veulent venir à la rencontre de l'Afrique. D'ici 2026, c'est très proche 2026, donc d'ici 2026, nous allons améliorer 10 villages, je dis bien 10 villages dans la province Nsundi. La province Nsundi, c'est la partie nord du royaume Congo. La partie nord du royaume Congo. La partie de Brazzaville, de Kinshasa, juste dans la Bouenza, les Tsundilu-Tété, tout ça, voilà, un peu jusqu'à Luozi et autres dans le Bas-Zaïre, le Bas-Congo. Ça, c'est le Nsundi. C'est le Nsundi. Et je disais tantôt, pourquoi est-ce que nous sommes intéressés à créer pourquoi est-ce que nous sommes intéressés à créer le royaume de Nsundi? Alors, c'est très simple. C'est parce que nous voulons revitaliser les relations économiques, sociales, ces relations économiques, sociales et ancestrales qui lient le peuple des terres de cette partie du monde et sa diaspora. Nous voulons renforcer l'agriculture, l'élevage, la pisciculture dans le royaume, dans la province Nsundi, avec les autres provinces et royaumes qui existaient dans la fédération du royaume Congo. Et nous voulons réactiver nos traditions, notre culture, l'artisanat et les festivals ancestraux pour redonner de la visibilité à nos villages et développer toutes les énergies étouffées par le règne colonial. Nous voulons relancer les liens avec le monde afrodescendant qui pense revenir dans nos pays, dans nos villes, ou du tourisme, ou juste s'installer ou de la réinstallation en Afrique. Le jumelage avec les maires, les villes, les associations et les universités. Nous voulons créer des antennes, mieux des ambassades de grandeur nature. Donc, quand tu vas dans tel pays, tu vas là-bas, tu retrouves une structure
qui t'accueille, qui t'oriente, qui te protège, qui t'aide à marcher la tête sur les épaules. Normalement, les enfants qui traversent la Méditerranée, quand ils arrivent dans des pays comme le nôtre, les pays d'Europe, ils doivent trouver des structures qui les accueillent, pas les abandonner seulement aux structures européennes. Parce que les structures européennes tournent autour de leurs intérêts. Il faut créer des structures africaines qui vont tourner autour des intérêts des Africains. On doit le faire après 60 ans d'indépendance, s'il vous plaît. Nous travaillons aussi l'intérêt de la création du royaume de Nsoundi, c'est la décolonisation intellectuelle, parce qu'il y a des mots, il y a des livres, des images et des philosophies qui n'ont plus droit de citer dans nos villages. Tu ne peux plus aller dire, voilà, le théorème de Pythagore, théorème de Thalès. Mon œil, ils n'ont rien créé. Même les contes de La Fontaine, regardez-les bien, ce sont des contes africains, s'il vous plaît. Demandez-le à Picasso, vous allez voir un peu quelle est l'origine de sa recherche. Donc, c'est seulement pour vous dire qu'il faut qu'on se réapproprie notre force intérieure. Il faut qu'on se réapproprie. Donc, une décolonisation intellectuelle dans le fond comme dans la forme. Mais ça va demander un soutien financier, et ce soutien, c'est la banque éthique qui peut vous l'apporter. Nous devions réécrire notre histoire pour revaloriser des figures, des images et des philosophies de nos ancêtres dans les structures scolaires. Il faut qu'on apprend à former nos propres jeunes et créer une banque éthique africaine dans tous les villages Nsoundi, les 10 villages qu'on va créer. Il faut que chaque village ait une banque éthique. Attention, attention. Très souvent, dès qu'on entend banque, c'est fini. La première fois d'ailleurs que j'en ai parlé, des intellectuels africains, Cameroun, je pense. Ah, mais où est-ce que tu trouveras l'argent? Ah, mais où est-ce que... Je suis en train de parler de l'éthique. Regardez, quand on parle de la banque du sang, on voit le sang. Globules rouges, globules machin. Quand on parle de la banque des idées, on voit les idées. Quand on parle de la banque du livre, on voit le livre. Quand on parle de la banque des grains, on voit les grains, la qualité des grains. Mais quand on parle de la banque de l'éthique, les gens voient des millions au lieu de voir l'éthique. Je parle d'éthique, je ne parle pas de millions. Parce que les millions, on peut te donner des millions entre les doigts, mais si tu n'as pas l'éthique, ça va suinter là, ça va suinter, tu n'auras plus rien. Mais quand tu as l'éthique va créer des modus vivendi pour pouvoir sauvegarder tout ce qui va arriver entre vos mains et pouvoir décompter et pouvoir prendre ce qui est essentiel, qui vous fera du bien, qui fera du bien à l'Afrique. C'est pourquoi, s'il vous plaît, nous, on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. On est en train de travailler pour mettre la spiritualité africaine, la spiritualité Congo, avant de passer à la réalité. Yangi, 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 Sino, Bena Congo.
benan toto londo moyo yange kieno nema Congo Nzila zembo mbwetete mupepe entemo Tia loa maza entoto monoyi benazola Bena Congo yulu bawu enzilantangu kulu ensaku zulu empanzu benampangu bakulu matatu yange 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 keno yange 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 keno yange 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 keno embonja melela enza enziga embonja Congo bakulu matatu Entata yange 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 kieno monoyi bena kachupa bena zola bena Congo bena ntoto bena moyo yange 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 kieno yeto bena toto yeto bena Congo yeto bena kachupa bena zola bena moyo bena ntoto yange 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 kieno yange Mesdames, on va passer à un autre sujet. Le sujet qui va nous intéresser maintenant, c'est celui de notre sœur qu'on appelle, qui s'appelle Boa Morte, Regina Boa Morte. C'est une femme particulière, une femme spéciale et particulière. Spéciale pourquoi? Parce que elle est originaire de comment on appelle ça? Elle est originaire du Brésil à Bahia. Elle est originaire de Bahia au Brésil et aujourd'hui elle est installée en Argentine. Où elle fait plein de choses en Argentine. Dans le cadre ce qu'elle est dans la culture, elle travaille dans la culture. Elle est dans la culture, elle a créé une radio pour sensibiliser. La radio a fermé un peu le temps qu'il s'harmonise avec les structures du pays. Donc, elle est dans le socio-culturel et elle travaille beaucoup avec Malakima Congo. Nous avons pensé, donc, dans le cadre des Afro-Brésiliens argentins, c'est l'occasion d'ailleurs de saluer notre sœur Anna Ngayaso. Elle devait participer au festival Malakima Congo et à la randonnée en Afrique. Et tout a été reporté aux années qui suivent. Voilà. Donc, elle est toujours là. On va essayer de visionner cette grande dame, ces images. On va essayer de la regarder, de voir cette grande dame qu'on appelle Sergina Boa Morte, en langue française, c'est Sergine le Boa mort. Voilà, Boa Morte. Alors, c'est une dame qui fait bouger, qui fait bousculer
Elle est présente à gauche et à droite. Elle arrive à redonner un peu d'espoir, un peu de force dans ce monde où les Africains n'ont plus droit de citer. Parce qu'il y avait beaucoup d'Africains pour créer l'Argentine, fonder l'Argentine actuelle. Malheureusement, cette Argentine a effacé l'homme noir sur ces terres. Donc, ce sont des résistances humaines qui existent et d'autres qui viennent renforcer, renflouer ce qui existe. C'est cela. Ils travaillent beaucoup avec nous dans le cadre de la 32e édition de Malaki Makobo. On a beaucoup discuté. Elle est très vivante, très vivante. Eh oui. Oh, bon. Donc voilà, nous allons descendre en Argentine et on va vivre un moment des festivités de la communauté afro en Argentine.
dejar de bailar, no podemos dejar de comer y queremos que vos lo vivas con nosotros. Así que quédate, que te vamos a mostrar todo lo que tenemos para hoy. Zenesi tenema zamu, dunia tenema zamu, tenkozesa bintu bichamu, segu ya mwanadamu, kuba bamu muli bachamu, muli bachamu. Nze ndi okubeera nice, oyagala opportunity nkuwaka chance. Wano dole ngulira chai, ow'amatanga kuliko n'amajani. Waliwo banchunya mu biri ebizibu, nga baagala ngweve mu mirimu. Basibirwe naawe. Estamos con Alejandro, parte de la organización de esta super fiesta en su 10º año. ¿Qué te hace elegir a vos ser parte de esta organización año tras año con todo lo que tenés que resignar y el esfuerzo que lleva? Bueno, yo soy nuevito en esto, ¿no? Yo soy afrodescendiente, mis descendientes eran personas que fueron esclavizadas y vienen de Uruguay. Y bueno, yo me siento halagado en poder honrar a mis ancestros, ¿no? Lo hago con ese propósito. Y un poco para difundir la cultura afro, ¿no? Que bueno, se dice que es poca la gente afro, pero bueno, acá tenemos un espectáculo maravilloso. La verdad que bueno, me siento muy orgulloso de eso. ¿Cómo fue contactar a las embajadas, a las distintas personas que van a integrar los puestos? ¿Cómo fue seleccionar los talleres? Bueno, nosotros hacemos siempre una apertura para que el que quiera participar. Por suerte hay mucha gente que quiere participar. Nos contactamos con muchas agrupaciones afro de distintas partes. También nos contactamos con agrupaciones de otros países que nos dan su apoyo. Y bueno, de a poquito se van sumando. Y el boca a boca hace mucho, ¿no? Porque bueno, es una comunidad muy, muy unida, donde nos conocemos casi todos. Así que bueno, cada año se va poniendo un poquito más. Cada año tenemos más stands. Y bueno, esto va creciendo y se va... o sea, tenemos la posibilidad de que la cultura se difunda, que ese es el propósito. En mi caso particular, es honrar a mis ancestros. Esto es una fiesta y como en toda fiesta no puede faltar la buena comida. Y acá en esta fiesta van a enseñártelo a vos a hacerlo. Por eso hay un montón de talleres y hoy estamos con el chef Roberto. ¿Qué vas a hacer? Hoy vamos a hacer acarajé. Es ese plato de Brasil, relleno, tiene camarones ahumados, tiene vatapá, que es una salsa espesa con pescado, con un montón de ingredientes ricos de Brasil, leche de coco, aceite de dendé. Y hoy vamos a hacer acá la clase, enseñar a hacer el acarajé y van a poder probar también el vatapá. Hoy vamos a hacer un vatapá, que es una salsa espesa con jengibre, tenés cilantro, tenés camarones ahumados. Son todos ingredientes que nosotros usamos para el vatapá. Tenés maní también, maní pelado, sin sal. Tenés acá un poquito más de cilantro. Esos son los ingredientes para hacer el vatapá. Y después tenemos otros ingredientes que son para el acarajé, el feijão fradinho, un poco de salsa vinagreta. Son todos los ingredientes que vamos a usar hoy para hacer nuestro acarajé con vatapá. Riquísimo. ¿Esto es un plato típico que uno come en su casa o es un poco más elite cuando vas a comer a un restaurante? No, en realidad es un plato muy popular de Salvador de Bahía. La gente que va a Salvador de Bahía, por ahí encuentran unas señoras vestidas todas de blanco, son las baianas de acarajé que hacen ese plato en la calle. Es un plato callejero. Y ese plato me enseñó un tío de Brasil que lo hacía cuando era chico. La mamá lo hacía, la abuela lo hacía. Entonces es un plato que lo aprendes en casa en la infancia, con ingredientes del mar y de casa. Genial. ¿Y tiene algún secretito que le agregás vos? ¿Que fue pasando de generación en generación en tu familia? ¿Lo vas a contar?
Sí, sí, le voy a contar. Justo el vatapá, que es de esa salsa espesa, yo lo hago con una receta de mi abuela que lleva pescado, y queda con una textura muy rica porque tenés esa textura del pescado y el sabor también. Y yo lo voy a enseñar acá en el Buenos Aires Celebra Afro. Buenísimo. ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Neusa Silva Matías. Le mandamos un beso y gracias a ella, gracias al tío, que hoy vamos a poder probar esto. La carayé, sí. Estamos con Richard, que está representando a Jamaica en este día y en esta super celebración. Richard, ¿de dónde venís vos? Yo soy jamaiquino, soy de Achovi, cerca de Montego Bay, que está todo el turismo jamaiquino, la playa, así que estamos ahí cerca. ¿Qué haces en Buenos Aires sin playa, con este calor y que no podés ir al mar? Y bueno, la vida no trajo para acá, ¿viste? Porque en la vida hay mucha diversidad, hay muchas cosas, ¿entendés? Hay la playa, todo esto, pero hay trabajo, hay otra cosa, ¿viste? Es un combo, un package, como nos decimos nosotros, de la vida. Entonces hay que buscar otra cosa que no, capaz que no conseguís en lo tuyo, o por alguna persona, o por cualquier cosa. ¿Y el package que trajo la Argentina, te gusta? No, la Argentina, no, si hay alguien que llega en Argentina que no le gusta, esta persona no quiere vivir directamente. La Argentina, cierto modo, es un poco la vida, vivir la vida. Te digo todo así. ¿Por qué? A ver, quiero saber. Porque en Argentina tenés todo. ¿Quieres disfrutar? Disfrutas. Ponele, vos ciertos países que estás, tenés que esperar ciertos días para salir. Pero acá en Argentina tenés un tiempito, vos te vas en Palermo, te vas en cualquier lugar, tienes la fiesta ahí mismo, ¿entendés? Tienes los compañeros, los amigos que te entregan en la sociedad, que te hace sentir tan bien, ¿me entendés? Que te toma un fernet con coca, que te dice vamos a tomar una cerveza negra, una cerveza tirada, cualquier día, cualquier momento después del trabajo. Cerca de nuestra casa, acá en Capital, ponele, te doy un ejemplo. Tenía un bar, no sé si puedo decir tal, se llama Bella Gamba. Toda la gente que sale del trabajo cansado se va ahí. ¿Entendés? Vos te vas a encontrar sí o sí a alguien que está cansado del laburo, cualquier hora, cualquier momento, para comer una empanada, tomar una cerveza, tomar un traguito. Así que eso hace la originalidad de la Argentina, así que por eso que me encanta tanto. Buenísimo. Richard, ¿y hoy qué te trae a esta celebración? Bueno, como si bien sabes que estamos celebrando la comunidad afro acá. Entonces nosotros somos una parte de la comunidad afro acá en Argentina, somos jamaiquinos. Entonces acá nosotros primero venimos a transmitir a la Argentina que nosotros tenemos cultura, pero distinto, pero en cierto punto tenemos un enlace en el mundo que el hablar, la comunicación, el mirarnos, sabe que somos hermanos, somos diferentes colores nada más, en los ojos, pero de corazón, de sangre, somos iguales. Pero eso, la alegría, el calor del Caribe, venimos a ponerlo acá. Vos viste cómo estamos. Así que venimos a transmitirle a la Argentina que el Caribe él es más cálido. ¿Me podés decir eso en Padua? ¿En Padua? Por favor, bueno, a la gente. Caribe, secote pi, belki pi, shopunandi. ¿Está? Perfecto. ¿Qué, ¿Le explicamos a la gente qué es el Padua, a los que no saben? No, es una mezcla, escúchame, el inglés francés que tiene la deformación. Cuando vienen los esclavos antiguos, entonces se mezclaron, escuchaban el inglés con el africano, se mezclaron todo esto, entonces se hace el patois nuestra. Así que ahí lo tiene la Argentina, lo tiene el patois, por lo menos algo para entender. ¿Qué nos trae Richard? La famosa palabra jamaiquino que no va a faltar en ningún lado, el bombo clap. ¿Sabe qué quiere decir? No, ¿qué quiere decir bombo clap? Decirle che boludo a uno, ¿viste? ¿Entendés? Ya estamos entre amigos. Jamaiquino no, como el argentino nunca nos sale esta palabra, la jamaiquino nunca no va a no salir esta palabra. Así que estamos acá presentándonos la Argentina. La vida es alegría, es calor, el sol, por lo más que hace frío, pero
si uno lo pone la onda, si uno pone el esfuerzo, la sangre, no hay frío que te puede matar. Así que es así, nosotros venimos a transmitirle a la Argentina la alegría sana, sin nada, con nuestra cara, con nuestra hablar, cómo hablamos, cómo hacemos el chiste, decimos los chistes argentinos. Así que acá estamos, los que no están, vienen acá a disfrutar el Día de los Afro acá en Argentina. Yo sé que a la Argentina le gusta la comunidad afro acá, así que lo estamos esperando, venir, tomar algo, comer algo típico acá. ¡Bombo Club! Ya. Como vemos, está lleno de gente disfrutando, comiendo, aprovechando para darse un gustito en el Va Celebra, 10ª edición de hoy. Hola, ¿qué haces acá? ¿Qué nos estás ofreciendo? Estoy ofreciendo para que prueben mi salsa de jalapeños, salsa roja de jalapeños, con unos totopos, colectividad mexicana. ¿Te gustaría? Me da un poco de miedo el jalapeño rojo, que sé que es un poquito picante. Pica, para nosotros pica un 4 o 5 puntos. O sea, para el argentino pica como un 1000. Exactamente. Bueno, yo me arriesgaría. Esto lo hago por la gente de FA que está del otro lado. La idea es ponerle apenitas. Ahí. Y si te ahí. gusta, no, poquitito más. ¿Más? Apenitas. Yo tengo que seguir con esto. Sí. Ok. Pero lo mismo que hagas tú lo va a hacer el camarógrafo. Me parece muy bien, me parece que hay que hacerlo, uno y uno. A ver, voy, Mientras fuera, yo te digo, esto es salsa de tomate junto con un montón de chiles jalapeños, cebolla, zanahoria, sal, pimienta y cilantro, bien a lo mexicano. Bien a lo mexicano y confirmo que es bien picante. Entonces a la cámara también, ¿no? Muy bien. Bienvenidos a Asado de Campo y Charro Negro para que coman tacos de bondiola, tacos de cerdo, tacos de pollo, tacos veganos, nachos con queso, quesadillas, de todo. Entonces, contanos, vos sos afrodescendiente, nacido en México y te viniste a vivir a Argentina. Exactamente, hace muchísimos años. ¿Por qué elegiste Argentina? Mi mamá eligió Argentina, yo fui parte del equipaje y bienvenido sea, ¿eh? Dale, vamos a ver entonces el puesto. Por favor, aquí el Don Cris nos prepara, en este caso, un taco de bondiola, un combo de bondiola vegano y taco de pollo. Buenísimo, integran a los veganos, que siempre es complicado encontrar algo vegano en estos lugares. Totalmente, y aparte nuestro menú es libre de gluten, porque todo está hecho con tortillas de maíz. Bueno, contanos entonces, tenemos el vegano, ¿qué tiene? El vegano es zucchini, cebolla, zanahoria, ajo y magia. Magia, ok, me gusta esa parte. Exactamente. ¿Y después? Y después, el taco de pollo es hecho al vino blanco con miel. Y el taco de bondiola es braseado a la cerveza. Genial. ¿Cómo se hace una buena tortilla mexicana? Porque viste que siempre compramos esas que están en el supermercado y... Exacto. Pero para hacer una buena tortilla mexicana tiene que estar nixtamalizada. El nixtamal es cocer el maíz con cal viva. Se cuece durante 12, 15 horas, depende de la humedad que hay en el lugar. Y cuando el ollejo del maíz está medio corrugado, recién ahí se hace la molienda y se muele precisamente para sacar una harina que con agregarle agua ya se estira y es dúctil y maleable, lo que hace que la tortilla sea rica. Buenísimo, muchísimas gracias. Nos vemos. Nosotros vamos a probar y seguimos recorriendo la celebración. Llegamos al stand de Brasil, veo colores, veo sonrisa, veo alegría y ya están todos en posición, me encanta. Venezuela, Brasil, Argentina y japonés con negros. Es verdad, en serio, es verdad. Bueno, este es el puesto de Beleza Pura Brasil, donde nosotros tenemos queso postre. Nosotros tenemos una torta de 3 leches con salsa de maracuyá y crema chantilly. Brownie común, brownie con dulce de leche, rol de canela con una salsa de café, arroz con leche y coco, esfija de carne picada con panceta ahumada, croqueta de carne
quibe, trigo de burgol, carne picada y menta. Y las famosas coxinhas típicas de Brasil, que es una masa de doble cocción con queso, con pollo y cilantro adentro. Trajeron de todo. Caldo verde, que es una sopa africana que lleva verduras procesadas y lleva panceta ahumada y lingüiza calabresa brasilera. Perfecto, nadie se puede quejar, es belleza pura Brasil. ¿Vos de dónde sos? Soy de Río de Janeiro, pero mi mamá es angoleña. ¿Y hace cuánto estás en Argentina? Estoy en la Argentina desde el año 1995. Hace 28 años que resido en la Argentina y tengo un hijo afrodescendiente afroargentino. ¿Y es la primera vez que se presentan acá en el Va Celebra o ya estuvieron? No, nosotros tuvimos el primero Celebra Comunidad Afro, que fue en el año 2013. Después participamos también, tuvimos el honor de participar con la colectividad de Colombia, con Celebra Colombia, y también participamos como Belleza Pura Brasil y Celebra Brasil. Perfecto, ¿están disfrutando? ¿La están pasando bien? También bailamos, todo el equipo baila, bailamos en una comparsa, y bueno, también tenemos Venezuela que nos está acompañando el día de hoy y en el evento anterior. Perfecto, muchísimas gracias. Veo, este stand me llamó la atención porque dice, es un orgullo tener rulos naturales, ya que solo el 11% de la población lo tiene, y vos tenés unos rulos hermosos. Me estabas contando cómo es el tip para todas las que queremos tener un poquito más de rulos. Es así, lo que hay es que cuidarlo y ponerle muchísimo cariño. ¿Qué tienes que hacer? Con el cabello bien húmedo, un poco de crema de peinar, a todas las hebras lo masajeas, un poco de gel y hacia arriba. Si te secas el cabello con secador, con el difusor hacia arriba, y él va a hacer que la onda se mantenga y te dure mucho más. También tienes la cofia de satén para dormir, porque el satén permite que no pierdas brillo, que no se quiebre, que la hebra se mantenga, y también la grasa natural del cabello. Así que tenemos todos los tips para que lo cuides. Genial, sí, también estaba viendo lo de los turbantes, que fueron utilizados por las esclavizadas. Contanos la historia. Tiene una parte también religiosa, porque protege la cabeza es espiritualidad, la cabeza es donde se guarda todo ese conocimiento, así que de ahí es el origen de usar el turbante, también como el ámbito religioso. En su momento de la esclavitud también se guardaban semillas para luego, en el momento de la huida, poder sustentar el alimento de la familia, o incluso joyas o algunas pertenencias lo escondían allí. Buenísimo. Tony y Sergina. Y ustedes se van a estar presentando hoy en el Va Celebra la Cultura Afro. Exactamente, la comunidad afro. Vamos a bailar tango por ser raíz afro, justamente. Genial. ¿Qué canción de tango van a cantar? ¿Van a bailar? Candombe para Gardel y tango negro. Hay una fusión, y entonces con un DJ que hace milonga. Entonces eso es lo que vamos a presentar. ¿Cuáles son sus raíces afro? ¿De dónde vienen? Estoy haciendo el ADN, pero hay, aparte de raíces afro, también portugueses, indígenas y también hasta árabe. O sea, voy a saber cuáles son la que más tiene prioridad. Seguramente con este color hermoso que me encanta, debe ser justamente de África. Genial. ¿Y tú? De averiguar mis raíces, y he averiguado de que, bueno, vengo de raza africana. No soy de Montevideo, soy de Minas, departamento de La Valleja, y bueno, apenas tengo 82 años, bueno, me estoy divirtiendo, Tango negro, los tambores no suenan más, los reyes están de luto, ya nadie no va a clamar. Estamos con Karina. Karina, vos sos de Estados Unidos. Sí, de Nueva York, pero nací en la República Dominicana. Ah, por eso tenés este excelente español. Sí. ¿Qué te trae a esta fiesta? Bueno, para mí, yo me reconozco como afrolatina, y cada vez que tengo la oportunidad de celebrar mi afrolatinidad y mi descendencia afro, vengo y comparto. Entonces estoy aprendiendo más acerca de la
la comunidad afro-argentina aquí en Buenos Aires, pero también los otros inmigrantes que hay, que han vivido aquí en la Argentina de hace muchos años. Entonces, sí. ¿Y hace cuánto tiempo estás en Argentina? Un poco más de un año. ¿Tu idea es quedarte ya acá con nosotros? Bueno, estoy aquí trabajando, me faltan 2 años, pero obtengo toda la oportunidad que tenga para aprender más y por eso estoy acá, estoy pasando por cada stand, hablando con las personas que están acá participando y estaba tomando la clase de danza también, entonces me la estoy pasando muy bien. Claro, aprovechar. ¿Y viniste con amigos? Sí, aquí están mis amigos. Cada vez que hay un evento les digo, vengan chicos, se lo mandé a todos los chats que tengo en WhatsApp. Genial, buenísimo. Sigan celebrando entonces, Cari. Gracias, buen día. Yambula bidiru bia kumamanda, bibio biana bubelo. Yambula bidiru bia kuta atanda, bibio biana tie iwo iwo. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Mwana ulembolo na tata, tala luzambulu alele. Mwana wakonda tata mamanda, tala banzungi yakobo, iwa iwa iwa. Merci beaucoup pour cette chanson qui est très émotive, une chanson où vous trouvez des personnes étrangères en Afrique qui vous chantent en un Kikongo bien fait. Alors ça donne un peu d'énergie, d'espoir. Voilà. Il y a une dame qui nous attend. Cette dame-là réside à Genova. Elle est originaire du Venezuela. Donc, elle est professeure dans les universités de Genova, Gênes. Elle est originaire du Venezuela. C'est elle d'ailleurs qui a milité pour que je puisse visiter pour la première fois le Venezuela. En 2007-2008, je pense bien. Le deuxième voyage, en 2012, je l'ai fait avec d'autres personnes. Donc, on va passer au film, le film qui s'intitule Salto all'Atlantico, donc un saut sur l'Atlantique. Un film de Maria Eugenia Esparragoza. Donc, c'est un film très beau. Elle a travaillé avec Chucho, Jésus Garcia Chucho, un diplomate, un homme de culture, politicien, homme de culture, diplomate du Venezuela. Alors, comme prévu, il est 16h45, donc nous allons présenter le film Saut sur l'Atlantique, Salto sur l'Atlantico.
Vous allez nous excuser. Vous allez nous excuser simplement parce que vous allez nous excuser simplement parce que le direct de fois, on avait un premier programme où il était prévu commencer à 16h55 et après, il y a eu un rectificatif d'ailleurs que j'ai même souligné. Malheureusement, mon collaborateur ne m'a pas aidé dans ce sens. C'est pourquoi nous avons été obligés de retirer ce film. Nous avons été obligés de retirer ce film parce que il va passer à 18h30. Il va passer à 18h30. Pour l'instant, nous en profitons pour vous amener dans le Malakima Congo à Paris, non, au Congo, en 2017, en 1984, en 1996, il y avait plein de gens, il y avait des gens qui étaient venus de Bunduli à Congo, près de 250 avaient traversé l'océan, sans compter celui qui est là, le Nzei Van Boussala, avec le groupe Marabout Théâtre, la compagnie Marabout Théâtre. Il y avait des amis aussi, Chokwe, qui étaient là avec nous. Beaucoup d'amis venus de Pointe-Noire, venus de partout, du Cameroun. Bon, donc voilà, on va repartir à ce niveau et puis après, à 18h30 comme prévu, vous aurez le film Un saut sur l'Atlantique tel que l'avait recommandé, selon l'heure que nous avait recommandé
la réalisatrice du dit film. Allez, on est parti. Baada ya Zaire na kesi mingi na kuisawa na Brazzaville, Sambu na kukutana na wambangi na bo awa na festival Malaki Makongo. Betokele na wambangi ya Bundu dia Kongo. Betkele na
C'è un cibo che suggerisco a ogni uomo over 30 di mangiare almeno 2 volte a settimana per più energia, migliore virilità. Terminé. J'ai voulu vous faire un peu goûter l'énergie qu'il y a dans les malakis qui se font au Congo. C'est très fort, c'est très dense, c'est très diversifié. Et chacun, d'ailleurs, ceux qui sont passés en dehors de Nzeivan Moussala, le premier, et ceux qui sont passés, c'est le vocal bantou, qui est un groupe. D'ailleurs, il faut dire, pour la petite histoire, quand j'ai demandé à monsieur, au colonel Antoine Dingaoba, je pense, il était de la police. Maintenant, je ne sais pas s'il est général ou quoi, j'ai plus de ces nouvelles. Alors, le colonel me dit, nous sommes très intéressés à participer à votre groupe. Il faut savoir que le vocal bantou, notre premier sponsor, c'est le président de la République. En ce temps-là, il n'était pas président de la République. C'est M. Sassou, mais il n'était pas en 1994, il n'était plus président de la République en ce temps-là. Il dit donc, nous sommes très nombreux, nous sommes près de 200 personnes. Vous ne pourriez pas nous déplacer, ça sera trop fort. Nous serons là. Mais on vous demande juste de transporter notre matériel. Beaucoup de matériel, je vous dis. Il a fallu louer un grand bus pour transporter tout le matériel. Le matériel était là, les animateurs, donc les artistes étaient là, et la fête était forte. Alors, il va me dire, Monsieur Massengo, vous nous avez accueillis ici, mais dites un mot aux artistes, dites un mot à ceux-là qui vont animer la soirée. Alors, j'ai pris la parole et j'ai dit, attendez une fois de plus. J'ai pris la parole et j'ai dit, Opo Abisi, Adokia et Sima, la Mweseka, Kakalakwele. Donc, il me demandait de dire un mot aux artistes. Moi, j'ai dit, dans notre contrée, dans nos pays, on ne raconte pas les choses le jour. Il faut attendre la nuit. Opo Abisi, Adokia et Sima, la Mweseka, Kakalakwele. Alors, dans le fond, parce que c'était à l'ENAM, nous étions à l'ENAM là. Dans le fond, il y avait le dauphin Sherman Jacques Koyo. Il s'est mis à rire. Il ne pensait pas qu'un homme au Congo pouvait parler un lingala en mettant l'accent sur non seulement la manière de parler, mais aussi sur le thème abordé. Opoabisi, Adokia et Simala Mwesek, Kakalakwele. Voilà. Donc, après tout cela, s'il vous plaît, après tout cela, on est intéressé à une chose. Après tout cela, on est intéressé à une chose. On est intéressé à une chose. On voulait voir le film qui était
prévu pour ce moment-ci. Le film qui était prévu pour ce moment-ci. C'est un beau film que j'aime bien parce que ça nous relance dans le temps, dans tous ces imaginaires-là, toutes ces logiques, toute cette volonté de développement, d'émancipation que l'on avait. Et tous les amis qui ont cherché d'une manière et de l'autre, d'une manière à l'autre, à nous accompagner, à nous aider à faire ce que nous sommes en train de faire. Je veux parler de Kalidiatou, c'est un film que j'ai tourné sur lui quand il a parlé du premier salaire. Je voulais avant tout présenter mes excuses au fait que nous étions à nos débuts, pour gérer la caméra. Il y a des petites choses qu'on n'a pas maîtrisées, mais au moins, on peut se faire une idée sur ce que nous vous présentons actuellement. Tata Kudiatu, akako wele swame. Yalengombe mame, yalengombe mama, yalengombe mame. Yo, y'a des problèmes mama. Yalengombe mame, yalengombe mama. Yalengombe mame. Yo, y'a des problèmes maman. Premier salaire, y'a des problèmes maman. Premier salaire, y'a des problèmes maman. Premier salaire, y'a des problèmes maman. Yo, y'a des problèmes maman. Premier salaire, y'a des problèmes maman. Premier salaire, y'a des problèmes maman. Premier salaire, y'a des problèmes maman. Yo, y'a des problèmes maman.
J'avais travaillé beaucoup de mois, ma mère. Je me rappelle, j'aurai l'argent bandéco. Oh, toute la nuit, je n'ai pas dormi, ma mère. Yo, pour calculer, maman. J'ai coupé matin, j'ai paré banque, ma mère. J'arrivais banque, j'attends le numéro bandéco. Le numéro venu, j'ai un peu d'argent, ma mère. Yo, quel est déçoit vraiment. J'ai payé les volants, j'ai pris les taxis, ma mère. J'arrive à mi-jean, j'ai fait les calculs bandéco. J'enlevais moitié pour rouler ban pour ma mère, maman. Yo, quel est le problème, maman? Premier salaire, y a des problèmes, maman. Premier salaire, y a des problèmes, maman. Premier salaire, y a des problèmes, maman. Yo, y a des problèmes, maman. Coutume du village de mes parents, maman. Le premier salaire, faut donner à papa bandéco. Et papa, dès pour moi, il avait mouru, maman, oh, maman. Yo, dans mon enfant, maman. Famille de papa, y en a trop beaucoup, vraiment. Par où commencer pour les partages bandéco? Je n'ai pas moyen pour une division, vraiment, maman. Yo, quel problème, maman? Si je donne à Michel et je ne vais jaloux, maman, il va me maudire et pour l'argent, bandéco. Moi, je ferai sorcier pour les familles, vraiment. Yo, quel problème, maman? J'avais trop souffert, non, mon enfant, maman. Comme il a de l'argent, un peu d'ambiance, bandéco. J'appelle tes pantalons, j'achète les vestes, vraiment. Et le vélo et la guitare, vraiment. Pour ma chouchou, je pense à lui aussi, vraiment. Super Java, super impreco, bandéco. Les pères et crayons et les notes et les mamans. Yo, y a des problèmes, maman. Premier salaire, y a des problèmes, maman. Premier salaire, y a des problèmes, maman. Premier salaire, y a des problèmes, maman. Yo. Bonjour, je suis Ali Diatou, musicien du Congo-Brazzaville, en griot. Je suis de la génération des années 80, je voulais dire. J'ai dans mon actif plusieurs chansons. Je suis donc Ali Diatou, né le 20 juin 1957 à Aubervilliers. Si je précise mon village natal, c'est parce que ma vie n'est qu'énigme. Parce que lorsque je vois des origines, pour ceux qui connaissent bien celui d'Aboutansi, je sors du même terroir que ce dernier. Et ma tante paternelle fut l'épouse de l'oncle de Marcel Sow. Je suis né à Aubervilliers et j'ai eu la chance de grandir dans cette région pleine de griots. Et je ne sais pas si c'est ainsi que j'ai eu cette chance de devenir le griot que je suis. Voici quelques-unes de mes chansons. L'idole et quartier, composée en 1975. Kolobaka boyete mama Ngana sina mesana monso koloba Okoloba lisi sango idole akate Kolobaka boyete mama Ngana sina mesana monso koloba Okoloba lisi sango idole akate Bati comme na beaucoup les vedettes, soi-disant tango kende moke, Nimbali balanda kayona sima,
Mikolo miso parasol na loboko. Yeah, 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 yeah. Fenêtre ya café. Soi-disant tango kende mboka. Nimbali malanda kayo na sima. Mikolo miso parasol na loboko. Yeah, 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 yeah. Fenêtre ya café. Basalaka boete mwano yoyo. Mwasi lokola yo mayele kimbazoto. Yokosaka mibali na molimo. Mibali zomi kaka seyo moko. Yeah, yeah, yeah. Oh mama, Fenêtre ya matire. Yeah, 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 yeah. Fenêtre ya café. Yeah, 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 yeah. Fenêtre ya matire. Yeah, 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 yeah. Idole ya café. C'est une chanson composée en 1915 qui a donc 30 ans aujourd'hui, et qui n'est jamais gravée, malheureusement ou heureusement. Et après, j'ai fait le BPC, je suis allé à Brazzaville, inscrit au lycée Chaminade. J'ai fait la connaissance d'un collègue qu'on appelait Kengole Dominique. Et ce dernier m'a amené dans l'orchestre Bilingue Sakana, où j'ai passé le test. Je n'ai fait que 2 ans dans Bilingue Sakana. Et après, j'ai intégré l'orchestre Baïna Libakoumabé. Après Baïna Libakoumabé, je suis allé dans l'orchestre de l'université Mariam Kouabi. Pourquoi vous riez? Elle passe tous les matins, elle est passée au Domingo de Français, habillée super de wax, Nama papa ma dit tac, Nasa kame ya noire, Nabi zembe.
Ben, chers amis, nous avons terminé avec Kaliliatou et tout le monde qui l'entoure, premier salaire, ainsi de suite. Voilà. Nous allons passer à autre chose. Nous allons passer à un film, aux activités de Malakima Congo dans les Antilles, dans les Caraïbes, donc en Guadeloupe, à Saint-Domingo et en Haïti. Voilà. Merci beaucoup et bonne vision. Ça vous permettra de connaître que font les Congos dans les Amériques, qui y sont et qu'est-ce qu'ils font. D'une seule jambe, en faisant ça. Il y a 2 ans, nous l'avons chanté ici. Il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait les bouches fermées de la Guyane. Pendant que j'étais en train d'expliquer ce chant, je voulais dire ceux qui est d'une seule jambe, courir en s'appuyant sur une jambe. Les Guyanais de Marie Pansula qui étaient là ont réagi en disant... Marie Pansula, oui. Ils ont réagi en disant, tiens, nous chantons ce chant, mais le mot a changé. C'est devenu Jombo, Jombo. Et nous, au Congo, nous disons Sombo, Sombo. Je crois que c'était une forme d'expression pour résister un peu contre tout ce qu'on leur a dit, tout ce qu'on leur a fait, moralement, physiquement. Les gens de l'Igadiza, Congo, Kapale Wani Wana, ils disaient n'importe quoi dans les chansons. Alors, à ce moment-là, c'est quand on a rencontré Alphonse. Il dit, ah oui, je connais, c'est pas les bêtises que vous racontez là, c'est du Congo, du Lingala, etc. Et lorsque j'ai posé la question à la doyenne en lui disant, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous chantez? Elle m'a dit, je ne reconnais plus rien de tout ce qu'on chante, sinon j'ai gardé les textes oralement que j'ai appris à mes enfants et à mes petits-enfants. C'est en ce moment-là que je lui ai dit, mais madame, soyez sûre que vous chantez des choses vraies. Vous chantez l'histoire d'un peuple, c'est le peuple Congo.
Est-ce que nous sommes prêts? ¿Están listos ya para escucharnos? Est-ce que nous sommes prêts? Estamos listos. Parce qu'aujourd'hui, on va manger le fils du léopard. Hoy vamos a comer algo que no conocemos realmente, que se llama fétule ova. Aujourd'hui, on va manger le fils du léopard. Mulher tava por cá visitar. I don't say, os not love, I don't sumiwa. Yahweh, Yahweh. Ça m'a dit les barrés, réellement des changements. I don't say, os not love, I don't sumiwa. Yahweh, Yahweh. Ça m'a dit les barrés, réellement des changements. Et dans le rêve,
Nous sommes venus au nom de Malakima Congo, au nom de l'Afrique profonde et éternelle, pour rendre hommage aux ancêtres, à nos ancêtres du vaudou qui furent déportés ici. Et malgré les conditions difficiles, ils ont su sauvegarder la sagesse africaine. Pour cela, c'est un grand matondo. Un grand remerciement à notre cher maître Élien Isaac, à tous nos ancêtres, à Papa Loco et à tous ceux qui soutiennent la vie des hommes sur Terre. Dans 2 ans, on va célébrer ici la naissance de la première République noire. Ça s'est fait avec les hommes. Là, c'est une cérémonie du bois Calimon. Nous y sommes. Qui peut me chanter les chansons qui étaient chantées? Qui peut? Non. Si tu veux vous partir du Congo jusqu'ici, je me pose une question. Qu'est-ce qu'on dira de moi? À qui je vais m'adresser? Est-ce qu'ils savent que leur bonheur dépend du nôtre? Que notre bonheur dépend du leur? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils savent que c'est en unissant nos mains qu'on peut aller loin? C'est pas c'est pas tout le fait que
Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes bien dans la première partie. Nous sommes bien dans la première partie de notre troisième jour de la 32e édition du festival Malaki Makongo sur le net. Alors, aujourd'hui, nous vous avons déjà présenté plein de choses. Ce que nous venons de voir, c'est un festival tricontinental, donc c'est la partie Amérique. Les premières parties, donc la Guadeloupe, la Guadeloupe, Saint-Domingo et Haïti. C'est cette partie-là qu'on vient de voir. C'était le 9 octobre, non, le 9 novembre, le premier festival de Malaki Makongo en Haïti. Si vous voyez nous allons donc continuer. C'est la première partie du troisième jour, de la troisième journée de la 32e édition du festival Malaki Makongo. Voilà. Bientôt, on va vous présenter autre chose. On va vous présenter un film qui est très important pour nous, même si tous les films que nous présentons sont importants, mais celui-ci, il nous tient dans nos entrailles. God bless me. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne vois pas plus bien là. Excusez-moi, je dois vérifier certaines choses. Est-ce que j'ai commis l'erreur? On subit en direct là. Donc voilà. Ok, tout est au point, je pense bien, oui. Je ne me retrouve plus. Tout est pourtant au point. Excusez-moi, je dois vérifier certaines choses avant de lancer. Bon. Si on est en direct, on a commis l'erreur, je ne sais pas.
mourir un jour. Mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Le grand-père de ce monsieur-là s'appelait Zunga Mvoila. Et Zunga Mvoila, il était en prison avec André Grenard Matsuwa à Mayama. Il était en prison simplement parce que il était l'archiviste des Matsualistes. Donc quand les gens écrivaient des lettres, quand Matsuwa envoyait des lettres, quand il faisait des réunions, on se disait mais où est-ce qu'on va les garder? Parce que la police faisait son travail, la police coloniale faisait son travail. Alors, il y avait un monsieur qui était grand, avec des épaules larges. C'était quelqu'un qui était plus ou moins taciturne. Ce monsieur était couturier. Okay. Ce monsieur était couturier et divorcé aussi. Donc, il vivait un peu retiré. Alors, les gens se disaient sûrement que personne n'ira chercher de ce côté-là les documents d'André Grenard Matsuwa. Malheureusement, dans tous les pays, comme chez nous aussi, les mouchards ne manquent pas. Quelqu'un a mouchardé et tranquillement, un matin, les miliciens sont arrivés. Ils ont fouillé dans toute la maison, ils ont fouillé. Et quand on a regardé dans le plafond, on a ouvert, il est tombé un lot de lettres comme ça. On l'a pris, on l'a jeté dans la bagnole. Papa avait 11 ans, il a essayé de défendre son père, un petit coup de pied, et ils l'ont amené. D'abord à la prison qui était située à la santé. C'était le ministère du Travail, je pense, plus ou moins. De la santé. Le rond-point du CCF, le ministère qui est à droite. De la santé. Voilà. Donc, c'est là qu'était la vieille prison. Une année, après cela, on l'a mené à Mayama, où il est resté 8 ans. Quand il est sorti de Mayama, on est venu le jeter à la maison comme un sac de poubelle, un sac de foufou plutôt. Il vient le déposer comme ça. Et papa qui avait l'âge de 11 ans, quand on vient remettre son père à la maison, il a 19 ans, 18 ans comme ça. Et là où il était parti, il avait appris à lire et à écrire, il était infirmier vétérinaire. Donc c'est en ce moment-là, quand il prend son premier salaire, qu'on lui dit « Non, mais ton père est revenu à la maison, il est agonisant. » Donc sur le champ, il a pris son vélo, sa bicyclette, il est venu. Il arrive, papa était plus ou moins mourant.
quand il a entendu la voix de son fils, Mbongolo, oui, j'ai dit. Donc, il a repris un peu d'énergie, quoi. Mbongolo, tu es là? Il dit, oui, papa. Et il a eu juste le temps de lui dire que tout ce que j'avais, je l'ai perdu. Mes maisons, mon élevage, mon agriculture, je n'ai plus rien. Et je sais que tu auras beaucoup d'enfants. Je le sens, parce qu'il n'était pas marié en ce temps-là. Mais ça me gêne de ne rien laisser. Mais justement parce que la maladie que j'ai prise en prison ne me laisse pas. Je sens que la vie est en train de me quitter. Alors, il faut juste dire aux petits-fils de tes petits-fils ce que les parents de tes parents ont vécu. Dire aux petits-fils de tes petits-fils ce que les parents de tes parents ont vécu. Et donc, le fils, quand il a dit cela, l'heure qui suivait, il a rendu là. Alors, le fils a continué à dire à ses progénitures ce que les parents de leurs parents ont vécu. Et parmi cela est née une chose qui est ici, je vois ça là. Il est né quelque chose de ces dires-là, est né quelque chose. Qui est là? C'était là? Où tu as mis ça? Il était là? Où tu as mis ça? Il était là? C'est quel numéro ça? 623. Donc il y a ce numéro-ci, 623. Le numéro du journal La Rumeur. Il a envoyé à ce monsieur-ci ça. Ce sont les timbres du Congo. Et ça, c'est l'écriture de monsieur Zunga. Ça date de longtemps, mais comme cet homme-là est un archiviste, il a voulu nous amener cet élément-ci. Alors, à côté de la rumeur, il y a une autre chose aussi qui est née du fait de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Et cette chose-là, ça s'appelle Malakima Congo. C'est dire tout ce que nous faisons. Je suis le promoteur de Malakima Congo. Et ce que je fais en Afrique, en Europe et en Amérique, c'est de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Et aujourd'hui, le 28 et demain le 29, on aurait organisé ici, en France, la 32e édition du festival Malakima Congo des fils de léopard. Malheureusement, pour certaines circonstances que je ne vais pas évoquer ici, les amis de Paris ont pensé qu'il est mieux de nous donner le temps de, pas seulement de faire, mais de bien faire. Voilà. Donc c'est reporté à une autre date. Maintenant, la relation entre M. Zungamvoila et moi. Quand je dis moi, je veux dire Malaki. Lui, parce que c'était mon grand frère, mais pas seulement, il était beaucoup plus mon ami. C'était un ami parce qu'on avait des combinaisons, certaines choses que M. Mawawa qui est là, son éditeur parce qu'il a écrit beaucoup de livres et il nous a donné aussi le journal La Rumeur. Donc, lui, il était le tronc, les branches et les feuilles, les fruits. Et moi, dans tout ce travail-là, j'étais la souche
les racines et les radicelles. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mais il y a une concordance incroyable. Quand il écrivait, à un certain moment, quand il est bloqué, il veut que je lui vienne au secours. Et c'est ce que j'ai fait de temps à autre. Et je pense qu'il va nous écouter. Parce qu'on avait notre code, notre manière d'échanger. Quand je disais, même s'il est à 10 km, si je dis, parce qu'on a grandi dans la ferme de Mbassa, sa ferme Mindouli, nous avons grandi là-bas, papa était infirmier vétérinaire, il a travaillé là-bas. Et lui, n'importe où il se trouvait, il répondait, je pense qu'il nous a entendus. Je pense qu'on nous a entendus. Et cette rencontre de ce jour, parce qu'il a eu une vie, il a eu une vie, une famille biologique, mais il a eu aussi une famille intellectuelle. Quand il sortait son journal, les premiers qui achetaient ce journal, c'était les mamans qui vendent au marché Total, au marché Wenzé, partout. Ces mamans-là ne savent ni lire, ni écrire. Mais ils arrachaient, je vous dis, ils arrachaient le journal. Simplement parce que, au travers de ce journal, avec les caricatures qu'il y avait, ils pouvaient comprendre un peu la situation sociopolitique du Congo. En tout cas, ils n'achetaient pas ce journal pour aller vendre les beignets ou les mouba, non. Ils le gardaient jalousement. Il lisait, il comprenait. Et comme il est aussi un bon écrivain, ceux qui ont lu ces journaux vous en diront un peu plus que moi. Alors, c'était quand? Samedi. Ouais. Samedi, nous avons causé. De temps en temps, je l'appelais pour l'amuser, pour lui faire dire des choses. Parce que depuis 2004, il a vécu des séries d'AVC. Des séries d'AVC depuis 2004. Et donc, 2 fois, ça ne lui venait pas de s'amuser, de rire et tout ça. Mais moi, je cherchais toujours à lui arracher les paroles dans la bouche. Donc, jeudi, nous nous sommes dit que moi, au mois de décembre, je serai en Banza-Congo. Je suis en train d'initier un programme de tourisme. Je serai en Banza-Congo au mois de décembre pour on appelle ça Buanana en Banza-Congo. Au mois de décembre. Je lui dis, je t'invite, viens à Banza-Congo. Il dit, ok, en tout cas, oui, je serai là. Je vais m'arranger d'y être. Et le jeudi, on m'appelle qu'il n'est plus, pour me dire qu'il n'est plus. Je me dis, mais je l'avais dit que nous allons nous retrouver à Banza-Congo. Mais lui, il avait entendu sûrement qu'on va se retrouver en Banzampa. La différence, c'est que Banza-Congo, c'est la capitale du royaume du Congo, et Banzampa, c'est la cité de nos ancêtres. Le rendez-vous de Banza-Congo, lui, il a dit non, je le reporte. Je reporte ce rendez-vous à Banzampa. Bon, j'étais un peu énervé. Hein. Je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut? Je dis, je m'en moque. Donc, je n'ai pas voulu accepter ça. Je ne l'ai pas accepté. Et les amis, ceux qui ont lu ces journaux, ceux qui ont gardé quelque chose de lui dans leur tête, quand il disait dans un kilogramme de mensonge, il y a 1 gramme de vérité. Et il ajoutait encore,
Si chacun pouvait balayer devant sa porte, la rue serait sauvée. Donc ceux qui ont gardé ces idées-là dans la tête se sont dit, mais qu'est-ce que vous allez faire de ça? Tata Masego, mais réveille-toi, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que il était un peu bizarre, cet homme. Il était pris que seul. Il allait toujours vers ce qui est bien, l'excellence. Du débutant jusqu'au doctorat, il n'avait pas redoublé. Du débutant jusqu'au doctorat, il n'avait pas redoublé. Il a fait de la philosophie en Union soviétique. Il est donc docteur de philosophie, professeur agrégé. Et ce qu'il a fait dans la vie, il a été enseignant donc aussi, et ce même professionnalisme, ceux qui ont lu le livre, ceux qui ont lu ses livres, ceux qui ont lu ses journaux, l'ont retrouvé. Même les mamans qui vendent au marché ont retrouvé cette même, cette joie, cette plume, la beauté, la dextérité, la force qu'il avait dans la façon de faire. Alors les amis m'ont dit, Tata Masego, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Parce que le corps, on le met sous terre. Le corps, on le met sous terre. J'ai appelé Maman Louise, ma soeur Khaled. J'ai appelé Maman Louise. Maman Louise, je veux. Maman Louise me dit, j'ai pas la tête à la fête. Évidemment, moi aussi, je n'avais pas la tête à la fête. Mais les gens me réveillent, les gens me bousculent. Téléphone sonne, ce monsieur-là. Il dit, mais Tata Masego, il ne faut pas laisser tomber. Certains pays sont partis de ces sortes de piédestals, que représentent les Tchécotaniens. Je ne veux pas le lisser à ce niveau, mais les Saint-Ben Ousmane et tout ce monde-là, ils ont mis du fumier, ils ont planté un arbre, et cet arbre-là, aujourd'hui, fait la grandeur de leur pays, fait la grandeur de leur communauté. Et cet arbre-là fait de telle manière que les jeunes viennent cueillir des fruits, les fruits de la sagesse, qui les permettent eux aussi à dire, comme Pascal, si je suis arrivé si haut, c'est parce que je suis grimpé sur les épaules des géants. Donc voilà un peu ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Nous puissions nous retrouver pour essayer de faire des témoignages sur ce personnage, de faire des témoignages, de dire exactement quel genre de personne il a été. Et peut-être réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire de ce qu'il a laissé. Il a laissé des maisons, il a laissé des enfants, il a laissé de la famille, ça c'est une chose. Mais il nous a laissé quelque chose. Cette chose-là, ça s'appelle l'esprit. Son spirit. L'esprit ne meurt pas. Je ne sais pas si quelqu'un a eu la possibilité de voir son esprit, son spirit. Je ne sais pas. Et moi, oui. Je l'ai vu, mon spirit. Ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est pour vous dire qu'on va réfléchir ensemble, tous ensemble, et peut-être que de cette discussion-ci, de cette rencontre-ci, naîtra quelque chose pour faire revivre cet homme-là. La rue qui meurt. Je vais appeler quelqu'un. Il ne s'attendait pas. J'aimerais qu'il vienne nous dire, parce qu'il le connaît très bien. Il le connaît très bien. Il a lu tous ses livres. Il a lu tous ses journaux. On va l'appeler.
il va témoigner comment il a connu M. Zunga. Moi, je m'arrête par là. Et je prends quelle chaise? Atata Mboga, venez nous parler de cet homme-là, M. Zunga. Je l'amène là, juste à côté de son... Comme ça, je sais pas, peut-être ici. Comme ça, on va bien vous filmer. Et un jour, ceux qui ne sont pas là vont entendre les mêmes choses que nous allons entendre. Tata Mboka, tala butushi. Touchez la lèvre. Je serai plus bref en me limitant effectivement à ce numéro-là. Ces deux numéros qui nous ont liés, hein, parce que j'ai témoigné effectivement. La chaise est là-bas. Ok. En attendant, j'aimerais faire part d'une prière Congo, hein, de tradition Congo. Je vais traduire en français après. Ndila mvula za nsangu nukesa mvula za nsangu ngene mpungu nzambi eto mukongo eti nukesa mvula za nsangu tietu ya vangama ingita nukesa mvula za nsangu ngene nkongo ngene mpungu nzambi eto mukongo eti nukesa mvula za nsangu tietu ya vangama ingita nokesa mvula za nsangu ngene mpungu nzambi eto mukongo edi nokesa mvula za nsangu tietu ya vangama ingita ibobo et ibobo. Interprété en français, prière pour une pluie de bénédiction. Toi, Tout-Puissant, notre Dieu, précipite une pluie de bénédiction pour le Congo. Qu'il tombe d'abondantes bénédictions pour la prospérité du Congo, qu'il en soit ainsi. Je voulais introduire ça parce que ma relation avec Tata Bongolo était un peu particulière. Alors, au Congo-Brazzaville, j'ai fait ma scolarité, notamment collège-lycée à Brazzaville, au lycée Savonneau de Brazzaville. Et il y avait un déferlement de soviétiques et surtout de femmes soviétiques au Congo. Donc les Congolais qui étaient envoyés en Union soviétique revenaient avec des femmes soviétiques. Alors ça n'avait pas, je dirais, interpellé soit les sociologues congolais ou bien les philosophes, enfin disons l'élite congolaise. Alors, lui, en tant qu'étudiant, effectivement envoyé en Union soviétique, il y avait une relation presque, le Congo étant d'obédience marxiste-léniniste à l'époque. Hein. Donc la plupart des Congolais, effectivement, étaient envoyés en Union soviétique. Alors, lui, il a saisi un moment particulier de cette relation entre le Congo et l'Union soviétique, cette relation entre justement les Congolais, les garçons congolais avec les filles russes et filles soviétiques. En tant qu'écrivain, il s'est intéressé à ce moment-là. Pourquoi les étudiants congolais, africains tout au moins, s'intéressaient à ces femmes soviétiques? Et c'est ça qui a fait justement le cœur de son roman. Donc il ne s'est même pas posé la question de savoir mais pourquoi il y avait un déferlement de femmes soviétiques au Congo-Brazzaville. Pourquoi les Congolais ramenaient, mais pas du tout. La question de l'amour entre de jeunes Congolais étudiants en Union soviétique et les jeunes filles soviétiques justement qui étaient étudiantes aussi, parce que c'était quand même des femmes diplômées. C'était pas des roturières. Hein. Donc ça donnait effectivement ce fameux roman, un Africain dans un iceberg.
Impossible amour à Saint-Pétersbourg, donc publié par Zunga Bongolo, aux éditions Paris. Alors, pourquoi moi je me suis intéressé à ce roman-là? Parce que tout simplement, dans mon quartier à Wenze, j'habitais à côté du marché Wenze-Brazzaville, il y avait plein d'étudiants congolais, effectivement, qui étaient revenus avec des femmes soviétiques. On les voyait dans le quartier. Des Congolais avec des femmes soviétiques. Et on ne se posait pas la question. Mais pourquoi? Mais comment ils ont fait? Pourquoi ces femmes-là choisissent l'Afrique? Donc, dans ce roman-là, Zunga Bongolo décrit justement ce que c'est qu'une relation d'amour. D'aucuns pensaient que, oui, ces femmes-là, en fait, s'intéressaient aux Congolais parce qu'ils voulaient fuir effectivement le régime soviétique. Pas du tout. Il y avait effectivement des relations d'amour qui transcendaient la peau, c'est-à-dire la peau blanche, la peau noire. Et il montre que l'amour peut exister justement entre deux êtres, justement, dans les différences, sans à la fois raciales, sociologiques, tout et tout. Un amour peut exister. Et il est allé au cœur de cet amour-là. Je dis, mais c'est pas possible. Comment un Congolais peut pénétrer justement l'âme, l'intimité justement de l'âme russe, comme il est Congolais, comme il est africain, et il essaie de saisir justement que ce lien-là, il est ni politique ni idéologique, mais c'est que l'amour triomphe de tout. L'amour, justement, se fout en même temps des trajectoires des uns et des autres venant de différents... et quand il y a l'amour, justement, ça devient un scandale pour les sociétés. Effectivement, en Union soviétique, ces relations-là étaient devenues un scandale pour les familles. Donc, dans le roman, la femme, justement, la maman d'une dulcinée d'un Congolais, arrive quand même à dire comment ça se fait que dans toute l'Union soviétique, tu n'as trouvé que ce nègre-là. Alors, on ne les appelait pas nègres. Niègres, ça veut dire que non pas seulement vous êtes des nègres, donc descendants des esclaves, tout et tout, mais vous êtes des niais, c'est-à-dire que vous êtes des bons ariens, des niègres. C'est comme ça qu'on appelait donc à l'époque hein, les femmes, non, les noirs, disons, qui tournaient autour justement des femmes soviétiques. Et les femmes soviétiques, donc les soviétiques les appelaient des niègres. Par contre, les Congolais, les Africains appelaient ces femmes soviétiques-là des boulafeurs. C'est-à-dire que les boulafeurs, c'est uniquement des Congolais qui sont simplement amoureux de ces femmes soviétiques. Mais pourquoi? Alors qu'il y avait aussi des femmes congolaises, des étudiantes congolaises en Union soviétique. Mais parce que ces étudiantes congolaises-là, les Congolais, disons, n'étaient pas à la hauteur sur le plan, je dirais, pécunier. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas... Vous pouvez effectivement nouer une relation amoureuse ensemble, mais vous n'avez pas les moyens d'entretenir la relation amoureuse. Donc ces Congolaises-là, ces Africaines-là, sortaient plutôt, ça c'est un terme congolais, sortaient avec les diplomates africains. Parce que ces diplomates-là, ils avaient ce qu'on appelle le rouble fort. Il y avait deux catégories de monnaie. Il y avait le rouble faible pour la population et le rouble fort. Donc, quand tu n'as pas le rouble fort, tu ne peux pas draguer une Africaine, une Congolaise. Or, ces femmes soviétiques, justement, étaient comme éduquées. C'est-à-dire que culturellement, c'est comme si elles avaient la même culture que les Congolais. Parce qu'effectivement, au Congo-Brazzaville, bon, nous vivons dans les quartiers populaires, c'est-à-dire que les étudiants-là ne venaient pas des grandes familles riches. Hein, ces étudiants congolais de toutes les familles. En arrivant en Union soviétique, justement, ils sont en contact avec des femmes soviétiques également venant des milieux modestes. Et on se retrouve tous dans un campus. D'où la notion de relation qui n'était pas liée au matériel, mais plutôt vraiment au cœur. La difficulté, justement, comment arriver à tenir et ramener cette dulcinée au Congo-Brazzaville. Et donc, dans ce roman-là, il parle de ça. C'est un roman passé inaperçu, parce que c'est toujours d'actualité, parce que là, actuellement, on parle de Russie,
Mais on ne sait pas que le Congo, effectivement, a noué des relations avec l'Union soviétique et qu'il y a des écrivains comme Zunga Bongolo qui ont fixé ce moment-là particulier, non pas sur le plan politique. Évidemment, il parle aussi dans ce roman-là de comment l'Union soviétique s'est constituée à partir des guerres. Hein. Les guerres actuelles, là, Russie, Ukraine, il en parle déjà. Parce que la Russie n'était pas, l'Union soviétique n'était pas effectivement aussi grande que ça. Donc là, la Russie a retrouvé effectivement sa géographie. Mais il y avait des conquêtes. Et il en parle. Moi, je crois que à un moment donné, quand je suis tombé amoureux de ce roman-là, donc je l'ai écrit, je lui ai dit, mais j'ai une recension de ton roman, est-ce que tu peux le publier? Je lui ai envoyé effectivement par email la recension, il tombe dessus, il dit, il y a la première partie, bon, je ne sais pas si ça va passer parce que là, c'est un peu ésotérique, donc, et il avait enlevé effectivement une partie, et il a publié une seconde partie dans deux journaux. Donc il y a ce numéro et puis maintenant un second numéro que je n'ai pas reçu. Ce que j'ai constaté simplement, c'est que j'ai su, en ce moment-là, quand j'ai entretenu effectivement la relation, j'ai en même temps ses premiers romans, hein, L'enfant terrible de Soweto, j'ai su qu'il avait une plume, qu'il était confronté à deux choses. Est-ce que je dois devenir un romancier, un écrivain ou bien un journaliste? Ça, je l'ai senti. Donc, il y avait ce conflit-là entre devenir journaliste et le rester, ou bien rester écrivain. Parce que quand vous le lisez, vous constatez qu'il faisait partie du panthéon des écrivains congolais. Comme les Gibenga, les Makutambuku, les Chikala Utamsi, et je crois que le journalisme a pris le dessus, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est politique? Donc l'écriture, effectivement, est restée de côté. Certainement qu'il y a des manuscrits qui sont restés là-bas, mais quand vous le lisez, vous constatez que c'est un grand romancier. Malheureusement, il n'a pas été reconnu au niveau mondial. Je crois que ce travail-là, on peut le faire effectivement, reconstruire effectivement tous les manuscrits qu'il a laissés, pour que le monde entier, effectivement, le connaisse au mieux. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, s'il y a quelqu'un qui pourrait faire un témoignage, ça ferait partie de... Parce que tous les... Comment on appelle ça? Tous les écrits qui sont en train de sortir sur M. Zunga ces derniers temps, nous allons en faire un petit document. On va publier. Nous avons créé au niveau, moi je vis en Italie, nous avons créé ce qu'on appelle la rumeur magazine. Donc on va continuer à faire sortir ces documents et les témoignages que vous pouvez apporter. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors, je vois sur votre tête une peau de léopard. Comment vous expliquez ça? Quel est le rapport? Non, moi, il n'y a pas de signification vis-à-vis de moi. C'est un truc que je mets, bon, c'est tout. Tu crois que toutes les choses ont des significations? Ah, d'accord. Mais de vous, ça me surprend un peu. Parce que... Non, je sais, tu me connais, comment je suis. Et là, j'ai mon papa, mon grand-papa qui est décédé, donc je ne pouvais pas me métamorphoser pour... non, je reste comme ça et tout, bon, pour la mémoire de mon père. Comment il s'appelle votre père? Monsieur Mbongolo. C'est Jean-Claude Mbongolo. Eh oui. Lui, quand il me voyait, oui. Oh, ma fille. Quoi, tu es encore mariée? J'ai dit non, papa. Non, il faut te marier, moi je vais encore voir ta personne. Je dis, donc vous allez me marier dans votre famille, faire marier dans votre famille là combien de fois? Je me suis mariée 2 fois. Vous me laissez comme ça? Non. Non, ma fille, il faut te marier. Nous, on va encore voir ta poisson. Oh non, ça, c'est une personne. Ouais.
Il m'aimait tellement que je sais c'est une personne. Ah. D'accord. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Douari Antoinette. Matondo Amiki. Jengoba mungu binaka ka konda ngumpe kwa kwenda ba ona ndinga ngumpe ba ntila basaka ni bobo twatele ko tata basango chi tata mongolo wele ka kasamu ako faut te mettre ça où tu les dis ça ou ça tu casses les Bongo tata mongolo wele fosso qui est comment dirais-je, on dit ça en tout cas je voulais Angela parce que bon conférence bien Isa journaux à casa bauza tukushika kusoma tukutsekele c'est de suite mais tata mongolo ya duka ndia tuza bantu za soba ibunjo muka tawiri chi wele kumpemba nita tsolekele mwa kanda kanda Congo bajona no tutanga. Donc la République du Congo-Brazzaville pleure depuis le 12 octobre 2023 l'un de ses dignes fils qui a osé inaugurer dans le domaine de la presse libre et privée dans les années 90. Penser et vivre autrement. Le temps mondial est rythmé dans les années 90, il y a de cela 33 années, par la perestroïka, ce vent qui avait soufflé depuis les murailles imprenables du Kremlin en URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. À Brazzaville, la presse n'est tenue que par les médias d'État, l'Agence congolaise d'information et l'hebdomadaire catholique La Semaine africaine. D'autres journaux d'État, tels que Moiti, se sont essoufflés en même temps que tombent en ruine des entreprises stratégiques d'État comme l'Imprimerie nationale et les librairies populaires. Donc, il y a des médias qui existent déjà, qui commencent à naître, hein, comme j'ai dit, La Rumeur, ainsi de suite, d'autres. Mais aucun média ne véhicule la voix de son voix, celle des damnés de la terre congolaise. Les textes de Bernard Nakana Kolela pour le changement démocratique, par exemple, ne sont relayés par aucun média, ils circulent à travers des photocopies. La révolution Internet n'existe pas encore à cette époque-là. Donc, la venue de la conférence nationale souveraine va faire bouger les lignes en 1991. Plusieurs organes de presse ont voir le jour, dont le journal de Soleil, organe de presse du MCDDI. Et c'est dans ce journal que Mongolo Jean-Claude commence à écrire des papiers en même temps que l'écrivain Sonny Laboutansi. Il va créer son propre journal La Rumeur, un journal qui colporte entre autres les rumeurs s'ébruitant dans la ville ainsi que dans tout le pays. Avec La Rumeur, les Congolais se reconnaissent enfin à travers des écrits qui reflètent leur quotidien et libèrent la parole longtemps confisquée. Ce journal d'information comporte un personnage satirique qui s'appelle Petit David, dont vous avez parlé. Avec Petit David, Mongolo congolise la diatribe en l'écrivant directement parfois en Congo, en Kituba ou en Lingala, et suscite l'espoir et l'engouement de la lecture chez le Congolais lambda. Car comme on l'a dit tout à l'heure, même les mamans achetaient le journal. Parce qu'il fallait, même si on ne pouvait pas lire, il fallait regarder les caricatures de Petit David. Et ça disait beaucoup. Certains numéros du journal sont imprimés dans la clandestinité car leur contenu dérange les hommes politiques. Dans cette fièvre de la liberté médiatique, on notera aussi Matouk Tsekele, Le Choc, Le Temps, les journaux qui avaient des styles éditoriaux différents. En revanche, Matouk Tsekele se rapprochait un peu de La Rumeur, mais il était là avant. Ce fut une révolution non seulement dans la publication des journaux, mais aussi autour des métiers liés au journalisme. Donc, d'un point de vue technique, les promoteurs des journaux privés n'étant pas subventionnés,
ils avaient des difficultés pour se faire éditer et imprimer. Il arrivait que Mongolo traverse le fleuve pour aller imprimer le journal à Kinshasa et revenir avec à Brazzaville. Il y a d'autres numéros, il y a eu d'autres scénarios où il fallait aller faire acheter le papier à Kinshasa pour qu'une imprimerie de Brazzaville puisse imprimer le journal. Donc il y a eu beaucoup de gymnastique. On peut retenir que par sa perspicacité et par sa clairvoyance, Mongolo est un pionnier de la presse écrite congolaise qui a bousculé les limites du non-dit politique en se plaçant toujours du côté du peuple à travers Petit David. Un Africain dans un iceberg. C'est en 2005, comme l'a dit son neveu, qu'on rentre en contact par l'intermédiaire de Internet avec Zuma Mongolo pour l'édition de son roman. Bien que diminué par la maladie, il tenait à ce témoignage ramené lors de son séjour à Leningrad pour qu'il puisse paraître. Il s'agit d'une banale histoire d'amour. En effet, donc là je vous lis la 4e couverture qu'on avait concoctée. Natacha, donc l'histoire pour laquelle M. Boka a écrit le commentaire. Natacha, une jeune fille russe, quitte sa mère et sa bourgade de Narva pour venir poursuivre ses études à Leningrad, où elle rencontre un étudiant africain, Jean, dont elle tombe amoureuse. Dans l'esprit de Natacha, l'amour n'a pas de frontières. Et elle veut réellement s'épanouir à côté de son amant. Mais sans compter toutes les barrières raciales, à commencer par celle érigée par sa propre mère, Valia. Celle-ci s'insurge contre la simple évocation d'une courtoisie avec un homme de couleur. Dans cette Russie d'avant la perestroïka, l'hibernation idéologique ainsi que l'implacable fermeture des opinions sociales entretenues par un communisme parfois mythomane, va placer les deux amants dans une situation très dangereuse. Jean sera l'objet des menaces fréquentes et Natacha sera expulsée de l'institut à cause de sa liaison avec un niègre. C'est au péril de leur vie que les deux amants vont forcer cet amour impossible à Saint-Pétersbourg. Il s'en suivra une tragédie. Alors, donc, avant que Jean-Claude Mongolo écrive le sort de ce roman, ça, on en avait discuté au téléphone, il y avait eu beaucoup de versions. Il y a certaines versions antérieures qu'il avait déchirées, parce qu'il avait peur que ces histoires-là sortent. Mais au fin de fait, il avait réécrit une dernière version, c'est celle-là qu'il m'avait envoyée. Donc, Jean-Claude Mongolo avait eu beaucoup d'hésitation à publier ce texte qui datait des années 1974, lorsqu'il fut étudiant en USS. En revanche, il fut conforté à le publier dans les années 2000. La presse commençait à dénoncer des crimes récurrents d'étudiants africains dans l'ex-USS et plus particulièrement à Saint-Pétersbourg. Et ça, je pense qu'on l'a suivi. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont été tués en USS à cause de ces problèmes de prison, de racisme. Donc, j'avais terminé ce papier en disant que Mongolo Jean-Claude est une fierté congolaise. Ça, c'est un monument de notre pays. Dans toutes les communautés humaines, les pionniers sont des êtres qui vivent hors du champ temporel de leurs contemporains. Les précurseurs sont très souvent détestés par la classe politique. On vient de le suivre, on l'appelait par les Tsuru, on le faisait asseoir par terre. Voilà. Mongolo Jean-Claude est un patriote qui a supporté les pulsions congolaises en confiant leur narration à son héros Petit David. Cette parole devenue libre doit obliger les élites à en tenir compte et à s'en servir pour construire une société plus juste et plus équitable. Pour la postérité et pour notre fierté nationale, Mongolo Jean-Claude fait partie des pionniers de la presse privée écrite congolaise. Donc ça, c'est un mot que je vais dédier 2 jours après, le 14 octobre 2023, 48 heures après qu'on ait appris la nouvelle de sa position au Congo là-bas. Est-ce que c'est un homme de plume? Je sais ce que c'est que l'écrit en tant qu'éditeur. On y passe des nuits, on ne fait que ça. On passe des nuits. Donc,
il fallait que je le consacre aussi. J'ai passé 2 journées à lui faire ce petit papier. Donc ça, il le méritait. Parce que toute sa vie, il a passé à éveiller les Congolais. Il n'y avait pas de raison que quelques heures après sa mort, qu'on ne lui consacre pas ce temps. Et voilà ce que j'avais fait, c'est ce petit bout de papier qui, j'espère, va permettre aussi aux jeunes de prendre le flambeau, de savoir que à travers ces 12 feuilles-là qui sortaient régulièrement, c'est un héritage pour les Congolais, c'est un héritage pour la postérité, un héritage aussi pour la famille et pour nous tous, pour tous les Congolais. Donc souvent, quand c'est un membre de la famille qui fait la chose, on a l'impression que il y a un qui est sao. Les gens vont, souvent quand c'est la famille, c'est comme ça, on néglige. On dit, oh, mais c'est seulement un père, non? Mais ils oublient la portée de l'œuvre qu'est en train de faire le parent en question, qu'on est en train de dénigrer. Et donc, souvent, nous ne savons pas reconnaître nos propres talents. Donc, les talents des parents, il faut les reconnaître. On a suivi la postérité parce que ce qui fait l'Europe, ce qui fait le monde, ce qui fait les Amériques, ben c'est parce qu'ils ont reconnu les talents des leurs. Ils les ont récupérés pour construire leur nation. Donc, si nous, on peut mettre Mongolais au panthéon de la culture congolaise, ben ça nous permettra, après, de créer des écoles de culture, de créer autour une œuvre, de créer autour des chairs et de faire avancer notre communauté, notre société. Donc voilà, Tata Mongolo, comme on dit souvent, comme dit, là je vais reprendre le discours de ses prédécesseurs, des écrivains, qui disaient en fait les morts ne sont pas morts, ils sont là, ils sont avec nous. Donc Tata Mongolo n'est pas mort, il a changé de nature. Et pour nous les physiciens, on dirait que cette onde de Mongolo, elle est partout. Partout où on convoquera Mongolo, il sera là. Donc là, maintenant qu'on est en train de le convoquer, il est là avec nous, Mongolo Jean-Claude. Parce que les morts ne sont pas morts. Ils sont seulement derrière la maison, ils ont seulement changé de côté. Ils sont passés de l'autre côté de la vie. Et lui, il est passé de l'autre côté de la vie. Il est toujours avec nous. Et je pense qu'il continuera à travailler avec nous pour que l'œuvre qu'il a commencée puisse être une œuvre éternelle. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Mongolo ou Tata Mongolo Jean-Claude. Et son roman est toujours disponible. On avait vendu quelques exemplaires, mais il y a des exemplaires qui sont encore là. Je pense qu'à l'occasion, on mettra au moins une 50aine d'exemplaires à la disposition de la famille pour qu'elle puisse les utiliser pour des cérémonies, ainsi de suite. Donc voilà. Donc, Chibo, tu m'as dit quoi? Chibo, tu chibo. Nous avons invité en 1994 les amis qui sont venus de Guadeloupe. C'est des Guadeloupéens d'origine Congo. Il y avait Bébé Ronspar, Gabani Jocelyn, Pemba Benjamin Moïse, le conteur. Et il y avait aussi une dame, Massengo, Marie-France Massengo. Ils ont tourné nous avons tourné dans le sud du pays. C'est le moment où il y avait des problèmes au pays, c'est-à-dire qu'il faut savoir où les amener parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. C'est pourquoi nous avons tourné de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Ils étaient ensemble à le monument de, comment on appelle ça, le monument des esclaves. Et ceux qui auront la chance de suivre ce monument, quand ils sont devant ce film, quand ils vont se retrouver devant donc, le monument, vous pouvez revoir
Monsieur Bongolo, devant le monument et en face de la mer. Tu dois ajouter le jeu? C'est dit? Ok. Massembo, c'est des Guadeloupéens. Depuis 1994, on travaille ensemble. Et Maman Louise a eu la chance d'aller me représenter en Guadeloupe, au Grand Pacongo. Voilà. Alors, permettez-moi que je dise un petit mot. Un petit mot, il n'est pas de moi, mais vous devez le connaître. Pour honorer Tata Mongolo. Puis-je m'adresser aux jeunes pour leur parler de ce qui les attend à la fin des fins, lors du dernier jugement? Ce jour-là, l'homme ne sera pas jugé sur le nombre de ses diplômes ou sur le montant de sa fortune. Avez-vous nourri les affamés? Donné un verre d'eau à l'assoiffé? Un vêtement à celui qui était nu? Avez-vous visité les malades et assisté les prisonniers? Telles sont les questions du Seigneur de la vie. Que faites-vous pour les autres? C'est là le jugement. Vous devez découvrir très tôt pourquoi vous êtes fait et travailler sans relâche pour atteindre l'excellence. Il n'y a pas de travail insignifiant. Tout travail qui aide l'humanité a de la dignité et de l'importance et doit être entrepris avec une perfection qui ne recule pas devant la peine. Celui qui est appelé à être balayeur de rue doit balayer comme Michel-Ange peignait, ou comme Beethoven composait, ou comme Shakespeare écrivait. Il doit balayer les rues si parfaitement que les hôtes des cieux et de la terre s'arrêteront pour dire « Ici vécut un grand balayeur de rue qui a fait bien son boulot ». Ce texte est de Martin Luther King. C'est le premier sermon de messe de Martin Luther King en 1956 à Montgomery. Nous l'avons donc dédié à cet homme-là qui a toujours chevauché pour atteindre l'excellence. Et je ne sais pas, on dirait qu'on réfléchira sur quelque chose qui approche l'excellence pour essayer d'honorer son âme. Mais on se donne le temps d'y penser, le temps d'y réfléchir pour que l'on ne mette pas la charrue devant les bœufs. Ah, Tata Noulou. Ah, moi je t'ai sauvé. J'ai dit le texte à ta place. Voilà. Alors, merci beaucoup. Petit David, on chantait à la chorale Petit David. Petit David, viens chanter. Alléluia, Alléluia, Petit David. Et donc on chante tous parce que c'était la joie et la bonne humeur. Petit David, viens, 2, 3. Petit David, viens chanter. Alléluia, Alléluia. Même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tout est incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir les Le monde entier, effectivement, le connaisse au mieux. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, s'il y a quelqu'un qui pourrait faire un témoignage,
ça ferait partie de... Parce que tous les... comment on appelle ça? Tous les écrits qui sont en train de sortir sur M. Zunga ces derniers temps, nous allons en faire un petit document. On va publier. Nous avons créé au niveau, moi je vais en Italie, nous avons créé ce qu'on appelle la rumeur magazine. Donc on va continuer à faire sortir ces documents et les témoignages que vous pouvez apporter. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors, je vois sur votre tête une peau de léopard. Comment vous expliquez ça? Quel est le rapport? Non, moi, il n'y a pas de signification vis-à-vis de moi. C'est un truc que je mets, bon, c'est tout. Tu crois que toutes les choses ont des significations? Ah, d'accord. Mais de vous, ça me surprend un peu. Parce que... Non, je sais, tu me connais, comment je suis. Et là, j'ai mon papa, mon grand-papa qui est décédé, donc je ne peux pas me métamorphoser pour... non, je reste comme ça et tout, bon, pour la mémoire de mon père. Comment il s'appelle votre père? Monsieur Mbongolo. C'est Jean-Claude Mbongolo. Eh oui. Lui, quand il me voyait, oui. Oh, ma fille, quoi, tu es encore mariée? J'ai dit non, papa. Non, il faut te marier, moi je vais encore voir ta personne. J'ai dit, donc vous allez me marier dans votre famille, faire marier dans votre famille là combien de fois? Je me suis mariée 2 fois. Vous me laissez comme ça? Non. Non, ma fille, il faut te marier. Non, on va encore voir ta personne. Oh non, ça, c'est une personne. Ouais. Il m'aimait tellement que ça, c'est une personne. Ah. D'accord. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Ntoari Antoinette. Matondo Amiki. Jengoba ngoma diabinaka ka kwanga ngumpe ukakwenda ba wana ninga ngumpe ba ntila masaka ni bobo twatele ko tata basango chi tata mongolo wele ka kasamu ako faut betu sababu tulidisa musalo chikasarili Mbungu tata mongolo wela foso qui comment dirais-je, on dit ça, trop bashibula njila. Parce que
Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Oh là là. Voilà. Et je pense que Maintenant, oui. là, tu dois m'écouter. Oui. Mais normalement, tu devais paraître Tu devais paraître à l'écran. Tu devais paraître à l'écran. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas là avec moi. Parce que l'écran. Maria Egena, c'est la réalisatrice du film que nous allons voir bientôt. Et elle a bien été invitée, elle est là dans les coulisses. On n'arrive pas à la voir, on veut. Elle est là dans les coulisses. On n'arrive pas à la voir, on veut. Ok, d'accord, c'est comme ça. Bon, mais... D'accord. Ah, est-ce qu'on peut être là? Oui, là, nous y sommes. Je peux dire que nous y sommes. Ok. Alors, elle est repartie. Attends. Oh là là. On a besoin de toi ici. Oh là là. Oh là là. Attends. Oui. Attends. Allez-y, allez-y, allez-y. Peut-être après le film, on pourra parler. Mais là, vous êtes là, donc on ne peut pas attendre le film. Alors, bonjour Maria Egena. Bonjour. Bon, alors je lève. Bonjour à tous. Ok. Voilà, alors le film, est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Qu'est-ce qui a précédé voilà. Qu'est-ce qui a précédé le départ au Congo? Combien de fois vous êtes allé au Congo? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez au Congo? Allô? On vous écoute. Oui. Est-ce que ça s'écoute bien? Oui, on t'entend très bien. D'accord. Je ne sais pas si tout le monde, parce que moi, je sens une écho. On entend très bien, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui a motivé la réalisation de ce film? Les débuts, c'était comment? D'accord. Ouais. Tout d'abord, on a travaillé séparément. On s'est connus après grâce à un journaliste. J'avais déjà fait un film au Congo avec les femmes, le manioc et Vous étiez cinéaste, donc vous étiez journaliste, vous étiez... Et alors, j'avais déjà porté un projet parce que je m'intéressais à cette thématique et aux origines des populations.
afro-descendante du Venezuela, parce que c'était pas clair du tout. On parlait beaucoup de l'Afrique de l'Ouest. Ouais, j'écoute. Et alors, seulement, et pas de la zone centrale de l'Afrique. C'est pourquoi j'avais commencé à faire des recherches à Paris pendant que je faisais mes études, mes recherches. Et j'avais porté avec Irama Diaz le projet au Congo pendant que je faisais l'autre film. Ah, Irama était au Congo aussi? Lors du premier film. Ok. Oui, elle a été au Congo lors du premier film, des reprises du premier film. Elle y a passé un mois. Ouais. Et après, le second film? Oui, et alors, comme ça, on a pu connaître, à Brazzaville, les gens qui pouvaient être intéressés à faire ce second film, qui était le film qui m'intéressait personnellement. Ok. Et vous étiez parti combien, au nombre de combien vous y étiez? Moi toute seule, et puis elle est arrivée là-bas quand une seule personne, moi, parce que pour le deuxième film, Chucho n'est pas venu? tandis que pour le deuxième film, celui qu'on va voir maintenant, on s'était déjà, oui, non, parce qu'il était arrivé au Congo parce qu'il avait connu lors de la visite de Mandela au Venezuela, il avait eu la chance de connaître le directeur général de l'UNESCO et il lui a dit qu'il voulait être allé au Congo. Et cette personne l'avait invité à Paris, lui avait dit d'aller le rejoindre à Paris pour lui en parler. Et comme ça, il avait cette idée, il avait fait des recherches et le journaliste au Venezuela m'a dit à moi et à Irama, nous a dit, et voilà, il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé à aller au Congo pour ça, par la même raison. Et on s'était dit, c'est pas possible. Il doit vouloir aller au Nigeria, au Sénégal, les endroits d'origine qu'on situe le plus. Et il a dit non, c'est au Congo qu'il veut aller. C'est vrai qu'on a commencé à travailler ensemble et après 5 ans, on est réussi à faire ce film que j'ai tourné d'abord au Venezuela. Après, on est parti 2 personnes seulement, Chucho Garcia et moi, pour le Congo. Et là, on a pu rencontrer les troupes avec lesquelles on avait travaillé la première fois, c'est-à-dire la télévision congolaise, le ministère à l'époque qui était de la culture, de la recherche scientifique qui nous a appuyés un peu logistiquement, et parce que personne ne pouvait y aller à cette époque au Congo. Donc, on devait forcément passer par eux, et heureusement, ils nous connaissaient déjà. C'était les seules personnes de l'Amérique du Sud, mis à part les Cubains, qu'on avait connus là-bas. Et c'est-à-dire que comme ça, on a vu les portes ouvertes pour retourner. Mais on voulait y aller toute une troupe du Venezuela et on a réussi à y aller seulement 2 personnes pour le tournage. Bon.
Le reste, il faut le voir dans le film parce que sinon, je vais lui lever le facteur surprise. Voilà. Pour le public, pour les téléspectateurs, j'aimerais dire que cette dame qui vient de parler, c'est une très, très grande dame. Et d'ailleurs, mon premier voyage au Venezuela, quand j'ai participé au festival des films des pays du Sud, ou peuples du Sud, c'est elle qui était à la manœuvre, c'est elle qui avait tout fait pour que je me retrouve au Venezuela. On était allé précisément à l'Isola Margarita. Parce qu'on est passé par Caracas, j'ai pu voir Chucho, que je salue en passant, et puis on a continué à l'Isola Margarita. Merci beaucoup, donc on va voir le film. Merci à vous. Après, on pourra discuter. S'il y a des questions, que les gens n'hésitent pas. Merci beaucoup et on est parti. Malembe ya ikele ngoma ya bakuruntu yini bikaka bankoko betke binaka na ngoma na mukonti
betike bina malembe, c'est-à-dire malembe metala bantu kumase kufatike bakesala makelele mingi betike tubna bau malembe bambuta babeba namu babela kwa mwa wekebila baketo muketo ukumalembe bunaka kwe tambula na bakala kaka mukisibe wa verte ku bakala tofandila beba koko muketo ukumalembe muyulu muki kumakampe tunampu kumunu kumumpu kumbende. Je retrouve aussi la manière de construire les maisons, qui est aussi la nôtre. Parce que quand on va dans nos villages, on voit presque les mêmes maisons. Bueno, ahora les voy a hablar de otra cosa. La manera de hacer los tambores se llama lano, y si no lo conocen por lano, lo conocen por balso. De ahí hay otra madera también buena para tambor que se llama seihueyuca. Uno le dicen mocumo. De ahí hay otro que se llama cambón. Esas son las maderas de hacer tambores. Cortado en la menguante. Pour moi, j'ai trouvé que nous étions au Venezuela, mais c'est en quelque sorte un petit Congo. Quand on a été dans le Congo profond, on retrouve ce qu'on a vu là. Moi, j'ai été étonné de voir des cases en pisé, de voir la mère qui tape sa banane en ligotant son paquet de bananes, son ligoté de bananes, comme on fait au village. On forme un trou au milieu. On laisse pendant des semaines le temps que la sève coule pour que ça soit un peu sec. Et ensuite, on essaie de fixer la peau. Exactement, c'est ce que nous venons de voir à travers ce film. Je peux dire il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences, surtout pour le rythme. On a utilisé les mêmes instruments, mais pour donner des sons différents. Viene siendo lo mismo. La diferencia es que ese es más largo que el que usaban los negros antes. Uno le ponía dos cueros, uno por delante y otro para atrás. Agarraban un mecate y se lo metía y lo iba apretando totalmente así como lo está haciendo.
Le danseur veut toujours être à côté d'une femme. C'est-à-dire, on suit toujours la femme derrière. Ça aussi, on le retrouve dans nos danses. Ça va? Blanco. Son así como yo que no sé leer y el que tiene el cabello chiquito que se tejía una carrerita por aquí y se iba tejiendo así.
el luanguito de cabeza, cabellito luanguito, y luango de lengua. Él no le da la lengua para hablar más de ahí, la tiene pesada, pegada, casi como familia de Frenich. Maman soit que textile même 3000 4000 on est sûr ah moi quand tu là mieux bec quand ça avec parce que mèche je te dis maman mèche amigo yake mèche na Yasmina mèche to quoi Se cogía la penque coco, la cortábamos hacia la palma y cogíamos los gruesos de la penque coco. Y se le rajaba por el lomo del espinacito, se le rajaba y se le sacaba un poquito de tripa y entonces se rajaba en dos y la amarrábamos con una cabuña, un mecastico y le poníamos unos palos atravesados para templar esa cuerda. Y entonces la poníamos encima de un cajón o una batea de lavar. Se sentaba uno a tocarle con una totumita, se le echaba maíz o capacho. Como a las 7, las 8 de la noche jugando nosotras, las muchachas en el patio. Y nos poníamos a tocarle ese caranga, ¿no? Y a bailar, nosotras todas las muchachas que ese tiempo habíamos bastante unión. No vuelvas más para acá con tu pendeja, que no ya ves más. Dale ruido para ver, chico, esto no sirve. Ngongwata tonkama unyamande na kubando kwange ngongwata tonkama unyamande na kubando kwange yenga ncho wangu ayo wande mako Allá está uno fumándose un cigarro, pero me parece que un tabaco de eso es una vieja, ajá, una mujer de aquella, de la que saben en esos sitios, ¿no? Sí, entonces aquí le traigo una mata de siempre viva. El que tiene mucho barro, quitando la hoja de la siempre viva, juntando, se cura el barro. Nganga ke bukisaka na manganga na bilongo. Ba bilongo ke mingi. Bilongo yine ke bukisa ba malabia itu babilongo ke bukisa malabia makulu kasuba ke zonze rheumatisme babilongo ke bukisa bamisu mekasi yiti yai mumezonze ti nganga ke bukisaka na bilongo manganga faso yiti yai mumezenga betike bokili yawu mufuma na lumputu fromage na kati ya manganga na kati ya nzungu bilongo yino bake sala kentu ni ke butave bake tulaka ba ekorsa ya mufuma samana kento buta
esta es para fiebre. Para cortar una orantina uno le quita la concha del mango. Agarra la concha de mango, la pone a cocinar y le da a tomar el agua a uno que tenga mucha fiebre o tenga orantina y se le corta el orantina con la concha de mango. El mina viene del Congo, de allá de los negros de allá de África. Y ahí nosotros lo que hemos hecho es hacerle un poco más. Y a mí me parece de que igual a lo de acá de Barlovento, Venezuela, pues. Todo lo que estoy mirando, lo que es en el Congo, se está haciendo aquí en Venezuela. Quisiera de que ustedes, como son los entrevistas volantes, vamos a decir así, que van y vienen, le lleven a ellos también lo que es de aquí de Venezuela, los tambores y esas cosas. C'est qu'en haut, il y a une coupe, c'est couvert d'une coupe. Et en bas aussi, c'est la même chose. Il possède 3 instruments de musique dans lesquels il y a 3 batteurs et les batteurs n'ont qu'un seul voix de battre, ce qui donne la différence par rapport à notre musique. La différence, c'est qu'il joue avec un bâton, c'est 2 bâtons. Mais la forme de tam-tam peut le son, c'est le son quand même. Ese es el toque del tambor culepuya. Pero aquí nosotros usamos 3. Yo te pego, ¿quién me lo quita? Yo te agarro, ¿quién me lo quita? María Gina, María Gina, María Gina, María Abana bayende kuna kubaba yeto ndombe ya ndombe utafuma kukongole ntokira ndombe na ndombe ya kuna kubali cha ndombe yetu ndombe ndombe yeto na yeto bayendi la kuna c'est pas ba kuba kongole beri ko bayari ka kuna me yawo beri ko basumbanga mumulele wa munga unkumbwandi mulashu beri basumbiranga beri bakuninanga munga
mulashu beri basumbira beri bakore batula mu bato ubayende kuna ni bayende nkama kasana kutula batano basama ni kwa yabo chwefwa bamulosi limula me kwefwa bamulosi limula me yabatula kuna nganu paba kuberi kweba yarikanga yawo beri kwiba shumbanga ngai tuboso tu tafuma kukongera ntutila ya Amerika sio banpange betu bandombe kile kwandi kuna betu mpekele ndombe bao mpe ndombe c'est bien. J'aurais besoin d'avoir peur de les parents comme ça, ils sont allés loin là-bas, et qu'ils viennent nous rejoindre ici. On a besoin d'eux. Motivation est beau kwandi. Yetu bandombe, Amerika mbe bandombe, yetu mbe tutombi. Yetu ndombe yetu mbe tutiba mbasi bandombe kako kuna mpe bakuna tubatiri. Yetu kusati bana yetu. On dirait qu'elle était même congolaise. Je suis fier de voir les Noirs partout. Ah, l'esclavage, ça nous a transformés les Africains. Yetu batilu ise ye kuku yetu. Baniye bandombe yetu bandombe. Yetu kutu bandombe. Yetu kwa Amerika peka kondombe tutikwetu bien. Voilà. Bishaba tubaka. Yetu mbe tutiba Amerika betu zololo bishaba tubaka kuku yetu mbe bandombe ampe bandombe. Kitwala kama kia bandika na bandombe na bimindele kasi mindele ka yetu ko yetu bandombe ampe bandombe tutaba mbabagi na bangi yetu batidi biso kwao. Yo están viendo a la viejita Luca. Hay una negrita y Barlovento está mirando. Está con ellos allá. Atlántico sereno de aguas profundas, testigo mudo de tantas crueldades. Tantas verdades faltaron por decir, por reconstruir, Malembe, y he regresado a ti, Malembe, como nieto del retorno, Malembe, para buscar en tu entorno, Malembe, la historia que perdí. Malembe, tantas verdades faltaron por decir, por reconstruir, Malembe, y he regresado a ti, Malembe, como nieto del retorno, Malembe, para buscar en tu entorno, Malembe, la historia que perdí, Malembe, y he regresado a ti, Malembe, como nieto del recuerdo, Malembe, acobíjame en tu pecho, Malembe, desnudo y tierno, Malembe, Fumukanda, Malembe, Matón Domingo y Sheleka, Malembe. Alors, Madame Maria Egena, vos impressions après ce film. Allô, Maria Egena, vos impressions après le film. C'est une expérience qu'on ne pourrait pas répéter. Une expérience qu'on ne pourrait pas répéter aujourd'hui parce que quand même on se connaît. À l'époque, on ne se connaissait pas, c'est-à-dire les deux pays, les deux continents, surtout à cause de l'isolement avec le monde qui n'était pas celui officiel, c'était très clair, l'isolement du Congo. Et
désormais, les gens, grâce au réseau, sont bien plus au courant de ce qui était à l'époque. Parce que ces personnes, peut-être certaines, n'avaient jamais vu un film ou n'avaient pas la télévision. Vous avez remarqué peut-être qu'à un certain moment, on essaye de pousser le film parce que le courant ne marche pas très bien, c'était en pleine brousse et, et on avait pris une idée pour pouvoir projeter le film parce que l'idée était de faire voir aux gens que de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait pas mal d'aspects en commun et qu'on devait absolument se connaître, comme après on a connu Massingo, se connaître et se mettre en route pour découvrir ces deux réalités et les mettre en contact. À un certain moment, il y a une personne qui, étant donné un des musiciens, le musicien chef, celui des tambours, des tam-tams, qui dit étant donné que vous êtes des interviews volants, alors portez au Congo une page d'une heure pour les connaître, qu'on essaye de faire ce qui nous est arrivé et ce qui nous est arrivé, mais par nos parents. Et de l'autre côté aussi, les anciens parlent à la fin, avec la photo, parce qu'il n'y avait même pas la possibilité là de passer le film. Au moins avec la photo, ils ont pu dire c'est bien de découvrir qu'il y a des gens partout, des parents là-bas, on avait 10 heures, on a besoin d'eux. Et ça a été une expérience de communication surtout, plus que de découverte, de communication, une tentative de communication quand il n'était pas possible de se communiquer. Et c'était en quelle année? Ça a été en 1987. On a fait le tournage au Congo en 1987. Et vous vivez en Italie. Est-ce que vous avez l'habitude de le présenter ici, ce film? Pas en ce moment, quelquefois, parce qu'on fait des journées à Gênes, des journées à Paris, dédiées aux thématiques. Quelquefois, on le présente, mais on essaie de varier. On est arrivé maintenant à la 20e année, pas la 20e édition, mais la 20e année qu'on fait cette journée de la conscience noire comme celle qu'on célèbre depuis les années 70 au Brésil. Et on essaye de le faire ici avec d'autres Brésiliens ou des Africains, des personnes afro-descendantes un peu de partout les Amériques, et pour à nouveau en parler. Un peu comme faites-vous, et, et c'est mettez sur place avec la participation de beaucoup de personnes présentes et qui rappellent tout cela. C'est pour ça qu'on a eu aussi Massingo, on a eu l'honneur de le présenter dans une des éditions il y a un peu de temps. Et futur. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis curieuse, j'aimerais bien savoir si les personnes, les spectateurs ont pu réaliser qu'il s'agissait de deux pays et deux continents, surtout séparés par l'Atlantique, qui étaient là en montrant des aspects en commun qu'ils ne connaissaient pas avant.
Bien. Le programme est grand. S'il y a des questions, elles vont continuer à venir. Et on D'accord. verra comment on va synthétiser cela. J'aimerais seulement savoir si dans les années les plus proches, vous avez d'autres programmes dans ce sens. J'aimerais savoir si dans les années les plus proches, vous aurez d'autres programmes dans ce sens. Ah, on aimerait bien, mais ouais. Oui, j'aimerais bien pouvoir mettre en place un projet de ce genre à nouveau, surtout pour porter ces images au Congo, pour pouvoir faire voir aux gens pour lesquels j'avais fait et alors pouvoir faire un tour avec les gens en montrant le film et en pouvoir voir les réactions des gens et les nouveaux commentaires, étant donné qu'il ne s'agit pas plus de personnes tellement isolées, mais de personnes qui ont beaucoup plus de stimulation par rapport à ça, grâce au fait qu'il y a des réseaux de communication un peu plus larges quand même. Ça serait mon rêve. Au Venezuela, allô, j'ai vu qu'au Venezuela, il y a dans la zone nord, il y a le groupe Luango que l'on trouve dans la zone nord et il y a beaucoup de communautés d'origine Congo. Dans ces parties-là, ce serait une bonne chose de promouvoir ces rencontres, promouvoir ces échanges et voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a des groupes isolés. Il y a des groupes isolés, il y a des aspects isolés, pas de groupes, mais des aspects isolés, par exemple, les, les coiffures, on les appelle dans les régions où il y a plus de descendants d'Africains et sûrement de Congolais, on appelle encore ces espèces au moins des gens comme la dame qui parlait, la mère de Chucho Garcia, et qui était centenaire à l'époque, elle parlait de Luango. Encore, il parlait les Touaregs s'appelaient Luango. Ça s'appelait Luango, donc ça se dit. Mais c'est pas qu'il y a un groupe en particulier Luango, c'est tout mélangé. Et le but du film a été un peu de démêler tout cela pour montrer qu'une bonne partie, au moins la moitié des gens qui arrivaient, forcément, par la force et non pas par leur volonté, mais par la force, et étaient de cette ère du monde, de cette ère de l'Afrique, de la région du Congo. C'est ça. Ouais. Eh ben, vous avez fait un premier pas et le gros du travail doit s'en suivre. Le gros du travail doit continuer à être fait. Peut-être il faut à partir des aspects culturels aussi rentrer dans des aspects para-économiques et essayer de pousser les choses, je ne sais pas à quel niveau, mais pourquoi ne pas organiser une séance d'échange à Genova
pour faire des projections, pour écouter, pour entendre et voir ce qui est faisable. Ça serait très intéressant. Pendant que je le voyais à nouveau, ce film, je pensais à ça. J'aurais à demander aux autres Congolais qui peuvent être ici en ce moment des choses. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ceci, de cela, de ce qu'on dit ici, qu'est-ce qui est changé, pour bien analyser chaque photogramme avec vous, avec des personnes qui encore sont témoins de cet aspect culturel, de cette transmission. On va y réfléchir et voir ce qui est faisable, surtout avec les personnalités, les communautés qui sont un peu plus proches du Congo, qui vivent en Italie. Pourquoi pas l'université bolivarienne de Zulia au Venezuela, il y a là-bas un groupe de gens qui sont très fixés sur l'Afrique. Ben, je ne sais pas, c'est comme ça. En tout cas, ne baissez pas les bras. On attend encore beaucoup de choses de vous. Et on verra bien ce qui est faisable. Sans doute, sans doute. Merci à tous d'avoir suivi. Et je suis là pour répondre à éventuels commentaires ou demandes, encore questions. L'unique problème est que, comme on a commencé vendredi, le programme est grand, il y a d'autres films qui vont bientôt suivre. Et on vous libère, c'est-à-dire que c'est un programme qui va s'étendre dans ce sens. S'il y a des questions, on va les retenir et voir quand est-ce qu'on pourra en discuter sérieusement. D'accord. En tout cas, je vous souhaite, je suis content d'ailleurs, je suis honoré que vous ayez répondu à notre invitation. On va s'appeler plus tard et on verra ce qui est faisable. De bonnes choses à la famille, de bonnes choses à Luanda, à l'association Luanda. Bonne chose à l'association Luanda et à tous ceux qui travaillent pour l'Afrique. Et le Venezuela aussi. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Bien. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette troisième journée, de la 32e édition du festival Malakima Congo. Aujourd'hui, comme vous avez vu, il y a eu plein de choses. Nous avons vu il y a eu Nkunda Laba qui a présenté son film Kimpavita, la mère de la révolution africaine. Il y a eu la Banque éthique africaine, Malaki Productions. Bon, le premier congrès sera reporté dans la deuxième partie du film. Le premier congrès sera reporté dans la deuxième partie du film. Sergina Boamorte a présenté les afrodescendants de l'Argentine, c'était merveilleux. Kalidiatou a fait un ballet sur ce qu'il vit, ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait au Congo, autour de son film, de sa chanson Premier salaire.
Nous avons aussi présenté les Los Congos. Nous avons aussi présenté les Los Congos, le Grappa Congo de Guadeloupe et le premier contact entre Massengo Mabongolo et les amis de Haïti. Et les amis d'Haïti en Haïti. Voilà. Nous avons vu le film La rumeur, Petit David, Bon vent à Pemba. C'est la première fois que nous avons vu ce film. Et nous avons vu aussi Salto en Atlantico, donc un saut sur l'Atlantique, avec la présence de la réalisatrice Maria Eugenia Esparragosa du Venezuela. Elle habite à Gênes, en Italie. Voilà. Il nous reste à voir le bicentenaire de Haïti, présenté par le bicentenaire de Haïti de Massengo Mabongolo, la place des Congos dans la guerre de Haïti et ses conséquences en terre Congo. Ah, Katoka Munjile. Ah, Ofo Toba. Donc là, ça sera important, la place des Congos dans la guerre de libération de Haïti et ses conséquences en terre Congo. Deux fois, nous recevons des gifles, beaucoup de choses dont on ne connaît pas l'origine. C'est simplement parce que à l'école, on ne nous a pas enseigné certaines choses. Certaines choses étaient interdites. Voilà. Après cela, on va présenter Malakima Congo à Cuba. Donc, le festival Malakima Congo à Cuba, la rencontre du siècle, les Moussoundi du Congo et les Moussoundi du Cuba. Un film de Massengo Mabongolo. Nous allons rattraper, s'il vous plaît, le premier congrès des Congos à Paris en 2013. Un film de Malaki Productions. Donc voilà un peu ce qu'il nous reste à faire. C'est la deuxième partie du festival, de la 32e édition du festival online. Ouais. C'est ça qu'il nous reste à faire. Pour l'instant, on va faire appel à une amie. On va faire appel à une amie. Attendez. Il n'est pas là. Ben, on prend tout notre temps. On est parti. On va voir une tranche de Sambisa. Une partie de Sambisa. Sambisa, c'est Jacques Loubello. Jacques Loubello qui va... C'est du Jacques Loubello, Sambisa. Voilà, nous y sommes. On va l'écouter, s'il vous plaît. On va l'écouter.
nchituko akwela nina ma bidu bitakuja tatara sambi safwili tatara sambi sabudi fwili gama matanga kamba sambu continue tishi makanaka tata baka avanka fwa tata bakendi bansambu ari beka babakiri mafumu na mafumu bansambu ari mafumu na mafumu kasambisa ngoma zibwiri kasika tata banjiki ngwanga sibanjiki kasika teriki hadi kabonje de ngume anzo fina ule kote mwana ule batari ai kasambisa ka ntantangwa akavumbuke kento ka wele ko mata ko asambisa sambisa katavumbuka kitela mponande onzole wele sambisa kataje wele mjoko katavumbuka ko abatatu wele sambisa katande vumbuka ko nzobona kakengi bakentu bantsambwari wele konko ta sambisa katavumbuka ko kataje wele mjoko bekani makuti ni muga kote leke kengi mukati matanga mamonso ni mele zonga tumukomtra sambisa kabweka sa kakweka yenda kelumbu chakuchi kumbanza Kongo kabazaba kasambisa kweka yende okuntera kambu magana kanzeidi yako nchibakunagana kambu nsanda wegana bakakumbanza Kongo bashimba kana kinsamucho katsinsamucho kochi nalo kuna naba kumbanza ko mkango wangu katsinsamucho kochi muni dingaka nachoneka cho umazuma kaka bantu bakaka matanga bazaba wala tukucha tela muzuri yetu mbuta lojia tela mazuma kaka baba tsone kaka mazuma au boba vuto tsone kaka muzuri betu kera petangu kaka ka kera lukela eshiki mpya tatu sati tabandara umpampani muzura betu umpampani lo nilolo kutunata malla bala betu pe nabatekelo betu boba zambuka boba zabati betu pe chima cha baneto ambongo tamuntu ngeta zonza ngani nokunkumbuni nani meno biantona Badin Bernard mwana tamasengo mambemba etata batuka mu Kinshasa Samuel Chombe bajoka bibaiza ni tata basengo oza muna kuzikisaro cya nsaba nikaiza kukombe tidu muchiba kwenda bayura masengo baminugunza abasuni kame no mu Jacques wa bitayura nsamo nzambo wateti bantu bore bayeyiriki meno enseignant donc senjiri ko longese na zakarana yika retraite bobu taba tata ti retraite ka nzabuze kumsonga sandiku ya ninkungo ya ndo ka meme katanga parmi nkunga me yandi kento wa men kumbuni munaye alors mama nsone ka wa mwatu bine ti memu nto watanga nkunga na te ka ndiku yo me nyanna ta kuna ko Jacques de Bokassa concert itayenda kule kento me boka wa nkumbuni na ya ni ta sa yayoka donc nzambi c'est du éducation yangala mumula armée saluni samila nzida baka ndiku yeneti boka kutena samumpe nyomya nzamya mpungu yaba mbuta bani deda kasa bani swashisa bona katika buna ne buna pe
Sana yika bubwana kwa kode mena Jacques Lubelo. Chindavu tukushisa kuti tena rufaro tulibokwa. Matondo mamiki. Sambisa, sambiombiombi. Akento nawo sambisa, sambiombiombi. Sambisa, sambiombiombi. Akento nawo sambisa, sambiombiombi. Babakala nawo sambiombi. Batata nawo sambisa, sambiombiombi. Akento nawo sambisa, sambiombiombi. Sambisa, sambiombiombi. Akento nawo sambisa, sambiombiombi. Babakala nawo sambiombiombi. Batata nawo sambisa, sambiombiombi. Akento nawo sambisa, sambiombiombi. Sambisa, sambiombiombi. Akento nawo sambisa, sambiombiombi. Babakala nawo sambiombiombi. Batata nawo sambisa, sambiombiombi. Akento nawo sambisa, sambiombiombi. Sambisa, sambiombiombi. Akento nawo sambisa, sambiombiombi. Babakala nawo sambiombiombi. Batata nawo Les techniciens viennent nous faire signe tout de suite là. Donc je disais que on remercie tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Entre-temps, nous avons donc terminé avec cette première partie de la troisième journée de la 32e édition Malakima Congo. Ce matin, ce qui nous reste à voir aujourd'hui, il faut rattraper le congrès des Congo, qu'on n'a pas vu. On va le rattraper. Il y a le bicentenaire de Haïti. Et le bicentenaire de Haïti, la guerre de libération de Haïti et ses conséquences au Congo. Et nous terminerons avec les Congos de Cuba, le festival Malakima Congo à Cuba. C'est la rencontre des Moussoundi du Congo et les Moussoundi de Cuba. Je vous remercie et
On se retrouve très, très, très bientôt. On se retrouve très, très, très bientôt. Madame Maria Egena, qui était avec nous, a dit, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, faites-nous signe. Comme ça, on pourra la rattraper. Qu'elle réponde maintenant ou bien elle pourra le faire au cours de prochaines journées quand on aura eu le temps de nous retrouver pour essayer de continuer la réflexion sur ce que nous avons déjà fait entre Congo, les terres Congo et le Venezuela. Je vous remercie et à très 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 bientôt. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu. Avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple.